j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est trop calme. Le dormeur doit se réveiller. T'as jamais appris à manger avec la bouche fermée? Tu veux transformer la plage en parking? On fait pas le malin maintenant. On fait pas le malin. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est de la bouillie, tout ça. C'est mauvais. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il le dit. Monumentale erreur. Il a dit. Tu aimes les films sur les gladiateurs? C'est pas possible, au moins 8000. Bonjour et bienvenue dans HO, le podcast cinéma en deux parties. Wouhou! Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Nous venons de voir Dali. Ah non. Dali. 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 C'est C-A. Ah si, ah. Et avec un point d'exclamation à la fin. Moi, je le faisais un peu à la Mexico, à la Luis Mariano. Sous le soleil qui chante. Ouais, non, c'est bon, j'arrête tout de suite. Quel talent. Quel membre. Quel organe. Tu le caches bien. Merci. Bonjour à toi Lionel. Bonjour à toi JB. Et bonjour à Jessica Fantôme. Salut Jessica Fantôme. Bonjour. Non, je fais très mal. Non, La pauvre. On avait dit les imitations. Non. Non, ça c'est non. Hors de question. Hors de question. C'est une soirée surréaliste. Ça a commencé surréaliste et ça finit. Enfin, ça continue surréaliste. Ouais. Donc nous étions 3 à la base ce soir. Et, nous sommes allés voir le film à 3, effectivement. Nous sommes allés voir le 3 avec Jessica. Et malheureusement, elle nous fait une Julie de 2 heures déperdues. Oui, exact. Elle nous fait un dégât des eaux. Donc on pense très fort à elle, en espérant que ce soit pas si horrible que ça. Donc, on croise les doigts pour que ce soit pas... Tu nous écouteras peut-être. Voilà, en tout cas, on est de tout cœur avec toi. Alors, on va peut-être essayer de la joindre plus tard. Enfin, elle va essayer de nous joindre peut-être plus tard par téléphone. Et on va essayer de la magie de la technologie. On va essayer de la renvoyer dans la table de mixage. Mais ça va dépendre si c'est pas trop grave, mine de rien. Ça va dépendre du dégât des eaux. Et ça, c'est quand même... Voilà, on espère surtout que ce soit bien et que si elle nous appelle, c'est que c'est finalement gérable. C'est le stress en tout cas. Eh bien. Oui, du coup, on est un peu. Oh là. Bah oui, on est un peu tout chamboulé parce qu'elle vient juste de partir à l'instant. On avait mis des choses en place et tout, et malheureusement pour elle, c'est vrai que. Ben voilà. Et surtout que j'allais faire une super intro avec déjà un premier moment dupieux, un moment surréaliste. Au départ, quand elle est arrivée au cinéma, au bon endroit, parce que le cinéma est en 2 parties, il y a 2 endroits, elle est arrivée à la bonne salle, 2 entrées, merci. Et elle est tombée sur un gars qui l'a pris pour toi. Enfin bref, il y a eu un espèce de quiproquo qui s'est mis en place et on s'est dit que voilà, c'était déjà un élan de surréalisme. Et puis, ou non, c'est quelqu'un qui te ressemblait. Enfin bref, elle pensait que c'était toi et que finalement, le gars, il attendait une fille crawler en même temps. Enfin bref, c'était fantastique. Et à la fin, on a quand même parlé avec eux pendant quelques minutes. C'était assez rigolo. Sans savoir qui c'était. Moi, j'étais persuadé que vous les connaissiez. Ben non. C'est parce que c'est le tutoiement facile de Jessica, c'est pour ça. Exact. Là où ça a été très drôle, effectivement, c'est quand elle a envoyé le message pour dire ou là, moi, je t'écris JB, moi, je t'attends devant le ciné, je suis dehors. Et là elle envoie un message. Les gars, là. Je suis avec. Lionel, en fait, t'es où là? Parce que je viens de te dire bonjour à l'instant. Bah non, pas du tout. Et si c'est pas toi, c'est qui alors? Qui c'est personne? Ok. Strange. Surréalisme. Total. Alors, Dali. Dali. Est-ce que tu peux me pitcher le film? Oh punaise, oui, effectivement. Le pitch de Dali, c'est pas simple, hein. Est-ce que Dali est simple? Est-ce que Dali est simple dans la vie? Est-ce que Dali mérite d'être résumé en 2 mots? Non, mais Dali mérite mieux, effectivement. On va peut-être arrêter les. Non, je crois qu'on va arrêter tout de suite. Là, on va arrêter tout de suite. Ça va être très fatigant pour tout le monde. Donc c'est très drôle à faire. C'est très drôle à faire, mais pas pour ceux qui nous écoutent. Non, désolé. Donc le film Dali nous conte l'histoire d'une jeune journaliste jouée par Anaïs de Moustier. Donc oui, Dali, on fait désolé, je t'interromps parce que sinon, avant de donner le pitch, on va dire la fiche du film. Oui. Tout à fait. Oui. C'est j'en perds tout à fait mon. Tu viens de me carjacker. Oui, pardon, je viens de me faire carjacker. Donc, Dali, oui, non mais c'est important. Les gens.
Non, mais comme tu étais un peu lent à la montée, Ça va, on a une personne de moins, c'est cool. Voilà. On est pas- Voilà, donc il y a j'ai du profité timing, pour- attaquer et pour dire, en fait, il y a un élément très important dans notre structure du podcast, c'est qu'il faut un peu dire le film de qui c'est, qui est réalisé et avec qui il y a. Bien sûr. Donc c'est un film effectivement de Quentin Dupieux. C'est son nouveau, après Fumer fait tousser et Yannick qui sont sortis en 2023. Le monsieur est très productif. Tout à fait. C'est avec une ribambelle d'acteurs. Oui, j'utilise le mot ribambelle. Mais c'est très bien. Et j'allais rebondir là-dessus. Des sacrés bouts en train, comme dirait Jessica. Et avec Anaïs de Moustier en Anaïs de premier Moustier. lieu, Exact. Edouard Baird, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Romain Duris. Romain Duris, Voilà, qui voilà. joue producteur. Et effectivement, Dali est joué par Six personnes. Le personnage Dali est joué par 6 acteurs différents, effectivement. 6, c'est ça. Oui, c'est 6. Ouais, Non, ouais. 5, je crois. 5 Cinq. 5, je crois, ouais. Oui, c'est les 4 qu'on vient de dire, et plus un vieux. Exact, c'est ça. Et c'est l'originalité du film, quoi. C'est ça. Ok, donc maintenant tu peux axer sur le pitch. Démerde-toi. Merci beaucoup. Démerde-toi. Donc, Dali nous conte l'histoire de cette journaliste, j'ai déjà oublié son prénom. Attends, C'est pas je grave. vais te le dire, Anaïs de Moustier. Anaïs de Moustier, qui décide en fait de faire un film reportage. Enfin, au début, juste une interview en fait du grand Dali, le grand dernier artiste vivant sur cette médiocre terre. Et on va suivre en fait toutes ces pérénigrations qui vont se composer de retournements de situation et plein de voilà, et on va suivre le personnage de Dali, on va suivre Dali en fait à travers cette interview qui va devenir en fait un film sur lui au final. Et ça ne va pas manquer de piment tout au long du film, si je peux dire. Merci, c'est très bien résumé. Waouh, yes, ouais. Mais c'est vrai que résumer. Je crois pas un mot, mais c'est pas grave. Je Non. prends quand même. Après, c'est assez compliqué de résumer ce film, mais je te propose tout de suite d'attaquer par ton avis. Mon avis. Ouais, alors là, pour le coup, j'avais vu Me fait tousser, j'avais vu Yannick, j'avais beaucoup aimé Yannick. Et c'est vrai que du coup, en allant voir Dali, je sais pas, je m'attendais à, on va dire, quelque chose un peu sur la même lignée, toujours drôle. Et c'est vrai qu'après, il y a ce terme un peu galvaudé par rapport au cinéma de Quentin Dupieux, qui est un cinéma décalé. Et là, pour le coup, sur celui-ci, moi, il m'a perdu. Ouais. Je me suis, tout au long du film, quand même, de nombreuses fois, j'étais... what? C'est où? D'accord, ok. Ah, ouais, ok. Car il faut le dire, en fait, la structure du film n'est pas banale. Donc, constamment, on sent qu'il essaye un petit peu de nous faire... voilà, un petit peu intrigué par rapport à certaines mises en scène, à certaines façons de réaliser, tout ça. Mais non, en fait, c'est donc on peut le dire. Je pense que c'est pas un biopic au final. Hein, c'est vraiment plus un film sur le Dali, on va dire le Dali des pubs que l'on connaît nous à travers la télé. Le personnage Dali, plutôt le fantasme de Dali, ouais, plus que l'artiste peintre qu'on peut connaître plus majoritairement. Et non, au début, j'y ai cru. Franchement, ça m'a bien lancé. J'ai quand même ri tout au long du film. Il y a quand même, faut pas déconner, ça, c'est quand même assez drôle. Mais j'étais un peu perplexe à arriver sur la fin. Et j'avoue, la fin, par contre, m'a gavé. La fin m'a gavé. Il fait des choses quand même, Quentin Dupieux, qui sont plus permis normalement en 2023. Alors je dis pas que, mais je pense que lui c'est ça un peu son film, c'est que son cinéma, c'est que on s'en fout des codes, on s'en fout des règles, et ça se ressent à travers tous ses films effectivement. Et il y a ce jeu, je pense qu'il y a ce contrat maintenant aujourd'hui avec le public qui a capté un peu ça. Et c'est un film qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Il a fait un début. Ah ouais, déjà. Ouais. Il a fait énormément d'entrées dès sa première semaine. C'est un de ses meilleurs démarrages. Mieux que Yannick encore. Mais Yannick était un slow burn, hein. Il a vraiment monté en puissance. Ouais. Mais celui-là, ce serait peut-être pas étonnant qu'il le fasse aussi. Enfin, que ça faudrait suivre, tiens. Mais il est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Oui, il y a pas longtemps. Ouais. Mais c'est très précis, hein. Il y a pas longtemps. Ça, c'est des termes techniques. Il y a pas longtemps. Je l'entends souvent, effectivement. Mais non, j'en garde un goût un peu amer. Même si, j'avoue, ça m'a fait rire parce qu'après, les différents acteurs qui sont dans le film, il y en a quand même certains qui m'ont bien fait rire, mais dont un certain Edouard Baird.
Mais autrement, non, quand même, je reste sur ma fin. Ouais. Voilà. C'est pas non plus mauvais. Enfin, pour moi, c'est pas mauvais, mais un petit goût. Et peut-être qu'il faut encore laisser maturer, peut-être qu'il faut encore un peu laisser digérer pour savoir quoi. Pourtant, c'est pas un film long. Et le truc, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand-chose en fait à essayer de comprendre dans ce film. Je pense que c'est le mot, effectivement. Ouais. C'est le mot qui. On y reviendra, mais je pense qu'il y a beaucoup Oui. de notes d'intention en fait dans le film. À travers Exact. certains passages, tu fais ah oui, là, d'accord avec toi, Quentin Dupieux. Complètement. Merci. Et toi, JB, qu'en ben, as-tu pensé? Eh ben écoute, c'est marrant, j'ai vécu plusieurs moments différents à travers tout le long du film. Dans un si court laps de temps? Oui, parce qu'en fait, il fait des films courts, Dupieux. Ouais, 1h17 ce Ce soir. qui est bien et pas bien du tout en même temps. Alors, je vais repartir sur Dupieux après, mais Dali en tant que tel, j'ai bien aimé. Parce qu'il y avait une proposition décalée, absurde, que j'accepte. Est-ce qu'on fait un deal ce soir? Est-ce qu'on essaye de ne pas utiliser le mot décalé? Bah, Pour caractère. moi, c'est absurde. Hein. Ouais, ouais. Pour moi, c'est de l'absurde. C'est pas du tout du décalage. Ouais. Parce que décalage, il y a un côté hype et poseur. Et je pense qu'il est pas. Poseur complètement. Il est. Je pense pas que Dupieux soit un poseur. Je pense pas que Dupieux soit. si, non, non, je pense pas. Il y a de la pub aussi. Hein. Pas que non. Enfin, Non. pas que non. Non, il est surtout musicien. Il n'a pas fait beaucoup de pubs. Hein. Il a fait beaucoup. Non, il était connu par Flat Eric avec Monsieur Oiseau. Ouais, c'est voilà. Monsieur Oiseau En tant avec que Flat DJ. Eric. Et en tant que DJ et musicien. Et Non, je confonds, il n'a pas fait de pub. non, oui, c'est vrai, Je confonds avec un autre dont on parlait dans la voiture tout à l'heure. Avant de- Ah, ok. C'est pour ça. Non, c'est Glasner. Hein. C'est, ouais, Ouais. là, Jonathan Glasner. Et non, là, je trouve que. De toute façon, je n'aime pas lire les pitchs. Et en même temps, sur un film de Dupieux, je pense que c'est une expérience. Enfin, sans entrer dans un cliché décalé, entre guillemets. Mais pour moi, c'est pas du tout. C'est un film de petit malin. Voilà. C'est un film de petit malin avec des artifices lynchiens, je trouve. Il y a des grosses références à David Lynch. il y a Dali. Et à Dali, oui, pour le côté surréaliste, mais parce que forcément, quand tu traites un personnage comme Dali, tu dois être surréaliste. Tu peux pas le traiter de façon frontale, d'une manière trop Linéaire. Quoi. classique et linéaire. Ici, il y a des effets, je trouve, de petits malins, à des moments qui m'ont conquis, et d'autres moments où je n'étais pas, j'ai pas trouvé ça pertinent par rapport à l'histoire, sachant que c'est une non-histoire. C'est ça qui est en même temps la force et la faiblesse de Dali, tout comme sa durée, c'est une force et une faiblesse. C'est-à-dire que c'est dommage parce que tu as envie d'en voir plus, tu as envie de voir sur un vrai scénario. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de scénario, mais un vrai scénario. Un coin de table. Hein. Non, c'est plus complexe que ça parce que je trouve que. Mais ça, le problème, c'est que j'ai pas envie de dire des choses par rapport à Dupieux parce que je vais le développer après en deuxième partie, en deuxième temps de ma critique. Mais sur le film de Dali, il y a des acteurs qui s'en sortent bien, d'autres qui s'en sortent moins bien, puisque le concept est que Dupieux fait incarner Dali sur 5 acteurs différents. Et 5 bons grands acteurs. Il y en a un qui s'en sort, pour moi, sur les 5, un qui est un peu anecdotique, mais sur les 4, on va dire, sérieux, il n'y en a qu'un seul qui, pour moi, arrive à sortir de tout ça. Et c'est Edouard Baird. Edouard Baird qui arrive à magnifier, et je trouve que le personnage d'Edouard Baird est lui-même à un côté de Dali, puisque moi, j'écoutais Edouard Baird quand il était sur Radio Nova le matin, quand il faisait ses poèmes. Enfin, je trouvais ça décalé et génial. Désolé, j'ai dit décalé. Mais beaucoup de points. C'est qu'il y a Edouard Baird il a le côté parisianiste. Je pense qu'en fait, déjà dans la vraie vie, lui, il a ce côté aussi justement un peu extraverti. Oui, complètement. Oui. Donc, pas décadent, mais tu vois un peu. Et donc, il l'aide à over the life. Il peut très bien interpréter Ali. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quelque chose à des moments qui m'a pris. Il y a des moments où, en fait, quand il y a ce côté petit malin qui est utilisé à bon escient, qui là, en fait, m'a rattrapé. Parce que en fait, il y a un côté, c'est une vraie réflexion sur pas qu'est-ce que le cinéma, mais qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que c'est que le surréalisme, en fait. C'est sa quête du non-sens. Et
Et c'est ça qui m'intéresse dans le cinéma de Dupieux. Et ça, dès le départ, en fait, avec son premier film, non-film, qui est vraiment excellent. Enfin, moi, qui traite... C'est pas Rubber, effectivement. Non, ça, c'est son deuxième film, Rubber. Le non-film qui dure 40 minutes, qui est disponible sur Vimeo. On peut le voir en toute légalité. Il y a des aspects que je trouve vraiment géniaux dans non-film. Le fait qu'à un moment... désolé, je spoil, mais c'est pas vraiment, c'est pas très très important. Mais il y a un moment génial, c'est que le caméraman se fait buter et les deux acteurs continuent à faire le film en se disant mais en fait on s'en fout qu'il y ait une caméra. Le film continue à exister même s'il n'y a pas de caméra. Et j'ai trouvé cette idée vraiment géniale. C'est une réflexion très méta sur ce qu'est le cinéma. Et chaque film, il y a toujours cette recherche en fond, ce décalage, et pour moi qui l'atteint à son paroxysme avec, pour moi, il y a trois films, on va dire, que j'aime beaucoup de Dupieux. C'est Réalité en premier. Réalité que je trouve pour moi son chef-d'œuvre. C'est son dernier film américain avec Alain Chabat et Jonathan Lambert, où Alain Chabat est un bruiteur de films et il cherche à avoir un cri d'horreur parfait. Et c'est mélangé. Jonathan Lambert, c'est son producteur. Oui, c'est le producteur. Et ça se passe aux États-Unis. Donc il y a ce côté décalage en français, de personnages français qu'on connaît, qui est dans un décor américain. C'est très, très intéressant. Et il y a tout un décalage de réalité avec une famille dans un chalet, avec des bandes vidéo VHS. Il y a tout un travail un peu analogique qui est derrière. Et j'ai trouvé ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Et le film est un peu plus long, il fait 1h30, si je dis pas de bêtises. Et un petit peu plus de structure aussi. C'est ça. Et Dupieux, tout le reste, en fait, pour moi, il y a des très bonnes idées. Mais Dupieux ne sait pas finir un film, ne sait pas faire de troisième acte. Et pendant longtemps, ça m'a énervé. Et hier soir, j'ai enfin vu Yannick. Parce que je faisais partie de ceux qui n'avaient pas vu par snobisme ou c'est juste par flemme. Et voilà, j'ai pas réussi à le voir l'année dernière. Je l'ai enfin vu. Et alors j'ai trouvé que c'était un film paresseux. C'est-à-dire que c'est une super idée au départ, c'est un pitch excellent, c'est un spectacle de théâtre nul, quelqu'un qui, dans le public, qui s'énerve par rapport à la nudité, qui prend contrôle en fait de la pièce de théâtre et va les séquestrer. Et les spectateurs également. Et les spectateurs, et va séquestrer, va sortir un flingue. C'est une prise d'otage. Une prise d'otage, ouais, que je trouve un peu d'ailleurs. En fait, c'est des très bonnes idées sur le papier, c'est des très bonnes idées pour des courts-métrages, mais il ne sait pas, putain, de finir son film. Pour moi, dans Réalité, il arrive à le finir. Dans Rubber, j'aime beaucoup Rubber qui est son premier, où c'est l'histoire d'un pneu tueur, avec vraiment les codes du film d'horreur. Pareil, je crois que le film dure aussi un peu plus longtemps, enfin, il est peut-être à 1h20, 25. Ou un truc comme ça, je sais plus. Mais il y a quelque chose il y a une structure, on va dire, narrative classique, dans le sens que... Voilà, on raconte les histoires depuis l'aube des temps. C'est pas pour rien que des schémas, des structures. C'est pour ça que les Grecs, avec la dramaturgie en 3 actes, fait des choses. C'est pas pour rien que ça a été inventé. C'est pas pour les chiens, comme on dit. Voilà, mais je suis pas contre des films déstructurés. J'adore David Lynch, j'adore Lost Highway. Je suis un immense fan devant l'Éternel sur Mulholland Drive, où vraiment c'était un choc, mais une baffe. C'est pareil, Blue Velvet. Enfin, j'adore le cinéma de Lynch, j'adore le personnage de Lynch et j'adore la façon dont il entremêle les histoires. À Lost Highway, c'est exactement ça. Tout est mélangé, mais il y a une profondeur qui se dégage de ça. Lui, j'ai l'impression que c'est posé et qu'il y a un côté petit malin. Moi, c'est là où je te rejoins. Enfin, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, mais tu dis que tu n'es pas d'accord. C'est pour moi, justement, ça fait un peu poseur, du coup. Il a ses idées, il a des idées, mais qu'il ne sait pas exploiter. Et du coup, pour ça, comme tu disais, des courts-métrages, c'est très bien. Parce qu'en fait, en condensant tout ça, ça met un peu plus de volume et un peu plus de consistance. Mais là, étalé sur un film complet, ça se noie par moments. C'est-à-dire que c'est une idée qui, au départ, effectivement, c'est plus l'idée de beuverie un soir avec des potes où tu dis tiens, ce serait marrant qu'un gars dans le public prenne en otage une pièce chiante. Ok, mais il y a toujours le développement où il y a un truc qui claque. Et ça se voit totalement dans le film Incroyable mais vrai. Je ne l'ai pas vu celui-là. C'était pareil, Alain Chabat, Marie Drucker, on a aussi l'autre là. Moustier encore, et Benoît Magimel. Et Magimel, voilà, Magimel. Ah oui, de Moustier fait la femme de Magimel.
Et où en fait ils achètent une maison et ils découvrent un... Non, j'ai pas dit. Ah oui, Ils d'accord, découvrent ok. un puits étrange et qui va provoquer un élément fantastique dans le film. Le film, franchement, sur sa moitié, est vraiment excellent. Chabat est, comme d'habitude, excellent. Marc Drucker aussi. Magimel est un peu plus pénible, mais bon, ça va. Mais les films s'effondrent complètement. La dernière demi-heure. Les dernières demi-heures. Donc un court-métrage, c'est très bien. Elle tombe complètement à plat. Et le problème de Dupieux, c'est que, au bout d'un moment, je pense qu'il veut trop te perdre pour te faire perdre. Ouais, je Sauf pense que que- c'est une volonté. À l'instar de David Lynch, qui le fait aussi, mais qui lui y arrive parce qu'il a un bagage beaucoup plus, on va dire, de dramaturge beaucoup plus conséquent et assis. Il sait structurer sa narration, il sait structurer ses choses, même si ça n'a pour l'instant aucun sens. Alors, on n'est pas dans le mystique. Enfin, chez Dupuis, on n'est pas dans le côté mysticisme et la métaphysique d'un Lynch. Ici, on est sur des choses qui sont très terre-à-terre, avec des questionnements. Alors, dans Yannick, c'est sur la place de l'art. Ici, on est de nouveau sur la place de l'art, mais d'un point de vue surréaliste, avec des effets de petit malin. Ce qui fait qu'on en arrive à des films qui se terminent un peu en queue de poisson. Là, je trouve que cette fin, je ne spoil pas ici, mais cette fin, je la trouve intéressante. Je trouve que c'est un effet qui est intéressant. Un effet de petit malin D'accord. qui, Ok. j'ai accroché. Ah. Et il y a un autre que j'aime beaucoup de Dupieux, c'est Wrong Cops. Ouais. Alors, juste, en fait... Le steak aussi, Guillaume. Ah oui, non, oui, pardon. Et steak, oui, pour moi, pardon. Voilà, c'était voilà, c'était ça dans le trio. C'était steak, Et bon, c'est vrai que tu t'es arrêté à 1. Alors, mon trio, c'est juste 1. Non, en fait, ouais, non, mais donc j'ai tendance à faire des top 10 avec 15 films aussi. Ouais, Donc, on sait. Tu le sais. Il y a des preuves. Mais non, steak, mais pour moi, steak, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je sais qu'il racontait qu'il y avait. Ils avaient tourné beaucoup plus de scènes et qu'il y a un montage qui est beaucoup plus long, qui malheureusement ne verra jamais le jour, qui était parce que le film a été remonté par les producteurs. Je veux dire qu'il y a une Dupieuse verse. Alors, il y a un Dupieux-verse, je pense, mais il y a aussi une version, il y a un Dupieux cut. À mon avis, je ne pense pas qu'on le verra un jour, il sortira jamais, mais qui est, à mon avis, genre qui a une demi-heure plus barré, une demi-heure plus longue. Mais non, Steak, il est franchement, il est juste excellent. Pareil, il y a la fin de Steak, c'est dommage. Tu as de nouveau envie de dire, tout est bien pendant les 95% du film. Alors, la toute fin est sympa, mais le dernier quart, tu dis, c'est toujours pareil pour moi avec Dupieux, en fait. C'est que sur la fin, ça me... je sais pas que je suis épuisé, mais en fait, je suis lassé. Je deviens impatient, en fait. Limite, j'attends la fin du film en disant, là, maintenant, on va arrêter maintenant. Quoi. C'est ce qui m'est arrivé. En fait, non, il continue. C'est ce qui m'est arrivé sur Incroyable mais vrai, où j'étais vraiment fâché. Incroyable mais vrai, j'étais énervé. Ça m'a vraiment saoulé. Ça, c'est Benoît Magimel. Le film avec Poulvord. Au poste. Au poste, ouais. Tout le pitch de départ, excellent. C'est son premier film, enfin c'est son retour en France dans le cinéma français. Il revient avec Au poste. Tout le début, il y a un côté surréaliste avec des choses avec le mec qui perd son œil, enfin tu vois, il y a des trucs très précis qui sont géniaux. Mais au bout d'un moment, tu dis mais tu pètes un câble, tu vas où là en fait, tu t'es fait flouser. Et je trouve que heureusement sur Dali, en fait ça ne fait pas avancer les choses, ça ne fait pas reculer non plus. On n'apprend rien de précis. Non, c'est pas le but non plus après. Hein. C'est vraiment un rôle de sa part, c'est pas un biopic. Mais tu vois, c'est pas l'idée de retranscrire. Le côté poseur n'est pas là chez Dupieux parce que pour moi, il n'y a pas de prétention. Parce que dans le poseur, pour moi, il y a de la prétention. Alors, moi, c'est l'inverse. Vu que je suis poseur, du coup, la prétention, pour moi, elle est là. Il y a beaucoup de prétention, je trouve, dans son film. Et du coup, aussi une sorte de... Pas de d'honneur, mais une sorte de... là, je l'ai vraiment... Yannick, je l'ai pas ressenti comme ça. Mais comment t'avais trouvé Yannick ça, moi, j'avais beaucoup aimé Yannick. Dans mon top, il était dans mon top c'est vrai, 2023. Quoi. C'était une bonne surprise. J'avais vu Fumer fait tousser avant. Ni plus ni moins. Fumer fait tousser. Ça m'a fait rire, mais là encore, c'est un non-film. En fait, il n'y a pas vraiment de truc, d'histoire. Tu viens de le dire, non-film. Ouais, non, mais c'est exactement. Et celui avec les gars du
Les Palmachos, là. À Mandibule. Mandibule. Ah, on l'a eu aussi. Déception. Ouais. Le C'est vrai film- que là, je ressentais aussi un peu. Mais non, mais le film commence quand il s'arrête. Ouais, En c'est. fait, vraiment, le film Je commence. pense que quand c'est ça- une volonté, justement, c'est Oui. encore ça. Quoi. Et je pense qu'il le sait très bien et je pense que c'est calculé. C'est pas genre il sait pas faire et du coup on laisse tomber. Ou alors vraiment il sait pas faire et du coup il trouve des pirouettes. Mais moi, c'est même, j'en viens à me demander par rapport à toutes ces fins qui sont déceptives, c'est pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il a eu les aides du CNC pour pouvoir faire un long métrage et du coup, en fait, tu vois, il a de quoi faire un court métrage ou un moyen métrage. Et en fait, bah ouais, mais non, on a le budget pour un long. Allez, on va pousser, ouais, mais on n'a plus d'idées là. Il est là, ah, putain, je sais plus quoi mettre. Allez, on fait ça. Et en fait, il y a toujours cette fin, moi, qui me. Bon, bah, fini maintenant, quoi. C'est bon. Comme s'il y avait un très bon début, ça part bien, tu vois. De toute façon, très souvent, en fait, avec Dupieux, pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est peut-être aussi. Je pense que les gens aussi captent ça et je pense que c'est ce qui attire, c'est qu'il y a toujours un pitch, comme tu dis, il y a toujours une idée originale. Il y a un high Qui est concept. toujours intéressante. L'idée d'Yannick, elle est bonne. Enfin, là aussi, ce soir. Au poste, elle est super bonne Poste, aussi. elle est top. Ruber, pour un de ses premiers films, franchement, l'idée est super intéressante. Tu te dis, mais ça va être super casse-gueule. Et en fait, non, il arrive à te prendre dans le truc. Mandibule, la mouche géante, ce truc de Le la pitch est génial. le pitch est génial. Enfin, il y a tout le temps un truc. T'as tout le temps, quand tu l'entends, quand tu le lis ou quand tu entends le film annoncé, tu te dis, ah ouais, tiens, ouais, comme si tu avais oublié les précédentes. Et, ah ouais, vraiment, j'ai Mais envie en de fait, aller. à Et en chaque fait, fois, tu dis, j'ai envie de voir. Et ça, Ouais. il est fort, il est Très fort. Alors peut-être qu'il est trop tout seul pour écrire ses scénarios, parce qu'il est toujours Je crédité ne sais comme pas. Ou peut-être que, enfin, je ne sais pas quelle est la limite du foutage de gueule. Alors j'ai envie d'être naïf et de croire dans le fait que c'est quelqu'un de gentil. J'ai envie de croire à ça. Je Et, pense, oui, je pense que c'est quelqu'un de gentil. et, effectivement. et que effectivement il y a ce côté méta et foutage de gueule par rapport à ce qu'on attend d'un film, de qu'est-ce que c'est un film, parce que je pense que son travail en total et au final c'est qu'est-ce que c'est la place de l'image, qu'est-ce qui mérite d'être filmé. Dans Non-Film, son tout premier essai expérimental filmique, c'est exactement ça, c'est cette recherche de qu'est-ce que c'est un film et est-ce qu'un film sans caméra mérite de continuer. Et lui, il répond oui. Pour Dali, non. Hein. Pour Dali, Pendant le film, non. Alors, non. le problème de Dali, c'est que les 5 personnages de Dali n'arrivent pas à coexister ensemble. Je trouve qu'il y a des ça se rajoute au surréalisme. Ouais, mais je Mais pense je justement trouve- c'est pour déconcerter, effectivement. Oui, ça déconcerte, mais la magie n'opère pas de façon pareille avec chaque acteur qui l'incarne. Alors, est-ce que c'est aussi un question... Alors, ce sont des questions lancées pour le public. Ce sont peut-être des questions rhétoriques, mais est-ce que... Quel aurait été vraiment le vrai côté surréaliste et méta s'il n'y avait eu qu'un seul acteur? Mais du coup, on s'éloignait du propos de l'intention en fait de Quentin Dupieux. Du surréalisme. Du surréalisme. Parce que effectivement, à pitcher, c'est un enfer parce que ça ne raconte pas grand-chose, mais ce sont des enchaînements qui est une sorte de logique. Alors, on est proche de ce côté un peu dadaïste et un peu surréaliste foufou, mais en étant quand même assez calme, en fait. On n'a pas cette folie visuelle. Je m'attendais aussi peut-être à un peu plus de folie visuelle. D'inventivité, de créativité. Il y en a pourtant, je trouve. Hein. Là-dessus, il y a des choses. Dans la mise en scène, ouais, oui, ouais. mais pas dans Non. le visuel, on reste encore assez... Parce qu'il y avait cette affiche, je ne sais pas si c'est l'affiche officielle, mais je crois que c'est l'affiche... Celle avec le dessin. C'est celle avec le gros nez. Ah non, Le mais c'est gros l'affiche, nez, c'est l'affiche. C'est L'affiche officielle, ça. C'est l'affiche officielle. Et effectivement, il y avait... il le teasait, parce que je suis sur Insta, et il teasait, il y avait cette photo que je trouve géniale, où l'affiche, où en gros c'est Dali dessiné avec les jambes qui font une espèce de nœud, et avec lui qui s'auto-filme, enfin qui se fait un selfie. D'accord, ok. enfin, Non, selfie. je la connais pas, celle-là. Attends, tu vas voir comme ça. Celle-là, je la connais. Ah oui, mais non, ça, Oui, c'est c'est- officiel. Je crois que c'était- c'était encore une autre. Non, dont non, tu c'était parlais. celle-là, mais sans les noms, tout ça. D'accord, Enfin, ok, genre, ok. il disait- Et je trouve que cette photo, cette affiche Dali, que je vous conseille d'aller regarder pour comprendre ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a ce côté vraiment de mise en abîme de ce qu'est l'artiste et qui est la promesse du film. Ouais. Et je trouve que Je vois cette ce que tu veux promesse n'est pas
promise. Pour pas moi, résolu. Pour moi, indirectement, si, puisque si ce dessin veut nous faire comprendre qu'un peu on se perd dans tous ces entremêlements et tout ça, et que vu que les gens se remettent ensemble. pour nous, et remettre ensemble. Non, justement, pour le coup, pour moi, à la fin, ça se remet pas ensemble. Mais si c'est l'idée de l'artiste qu'on ne peut pas comprendre et on va pas essayer de comprendre l'artiste en fait. Tout ce qu'on veut montrer, c'est l'image qu'il renvoie. Et c'est pour ça justement qu'il y a c'est pour ça qu'il y a plusieurs acteurs différents pour jouer le Dali. En fait, on s'en fiche de qui joue le Dali. C'est l'image qui est projetée, qui est rendue en fait de Dali à travers ce personnage qui est importante. Et si l'idée justement d'entremêler, croiser, un peu tendue, c'est pour nous perdre, là-dessus, moi, c'est sur un autre sujet, c'est sur un autre niveau, on va dire plutôt au niveau du sens. Moi, il m'a perdu. C'est ce que je disais dans mon avis. Là, il m'a perdu un peu. Quoi. Je voyais pas où il voulait en venir. Quoi. Et je pense qu'il veut, en fait, il veut en venir à rien. Quoi. Ah oui, mais c'est pas... Oui, clairement. Je crois qu'il n'y a pas de volonté d'aller chercher du sens ou quoi que ce soit dans ce film. C'est vraiment un pur délire à la Quentin Dupieux. Quoi. Ok. On passe à la partie spoiler. Attends. 3, 2, 1, vas-y. Et nous voilà dans la partie avec spoiler. Il meurt à la fin. Il meurt. De Dali, de Quentin Dupieux. Bon. Ouais. Bon. Ouais. D'habitude, là, on essayait de partir sur une structure... on va dire, on va reprendre des effets. On avait notre commandant en chef de la partie structurelle du podcast qui était là et qui est parti. Et on va peut-être envoyer un petit message. Un petit message, une petite patate dans la bouche. Et j'ai envoyé un petit message à Jessica pour lui demander comment ça va. Vas-y, je meuble. Vas-y, oui, pas de problème. Hein, dans ces cas-là, par rapport à tout ce qu'on peut dire sur la partie spoiler. Du film Dali, qu'est-ce qu'il y a à dire en fait, oui, il y a des parties un peu surprises dans le film. Si on commence par son début, tout à l'heure dans la partie sans spoiler, je disais justement que moi, ça m'avait bien accroché. Ouais. Il y a un début, je trouve, quand même, la scène du couloir est quand même très drôle. Ah mais il y a cette idée est bonne quoi. Alors on va remettre dans le contexte. Alors c'est Anaïs de Moustier, d'ailleurs que je trouve qui ressemble beaucoup à Marie-France Pizier. Marie-France Pizier. Une actrice française qui est morte il y a quelques années. Et voilà, c'est juste sur la comparaison physique qui m'a fait ça m'a fait triper. Et en fait, on suit Anaïs de Moustier qui est une néo-journaliste qui était, tu vois, qui était une ancienne pharmacienne. Tu Marie-France Pizier, tu vois la ressemblance. Ouais. C'est pas on voit les ressemblances. Tu peux me dire non, hein, tu sais, tu peux me dire non. Non. Ok, d'accord, tu veux dire. Mais je veux bien croire que tu en vois. Hein. Bref, c'est toutes les deux. Elle m'a fait penser à. Bref, laissez-moi. Et Marie-France Pizier, Anaïs de Moustier, qui on apprend qui donc face caméra, elle parle à quelqu'un, mais on ne voit pas qui, dans une chambre d'hôtel, et elle se confie à la caméra et elle raconte sa vie et elle dit qu'elle était ancienne pharmacienne et qu'elle s'est mise au journalisme et que là elle va interviewer le grand Dali. C'est son rêve en fait. C'est une son sorte rêve. de son pinacle en tant que journaliste. Exact. Et c'est vrai qu'elle du coup elle n'a pas de parcours professionnel dans le cinéma ou dans le journalisme ou quoi que ce soit. Voilà. C'est vraiment une pharmacienne qui se reconvertit à l'arrache et qui trouve un producteur joué par Romain Duris qui est assez sympa dans le film. Oui, voilà, ça c'est un peu plus tard. Là au début on attend Dali qui arrive et là t'as un effet à la Monty Python. C'est un effet que j'adore qui est dans Sacré Graal. C'est marrant la référence que tu sens parce qu'il a dans des interviews il cite justement de Monty Python. C'est obvious. En fait, j'en parlais pas dans mon avis sans spoiler, mais il y a pour moi, c'est ce que je viens de voir Lost in La Mancha et The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a pas longtemps, je me suis fait refait l'Armée des 12 singes, donc je me suis tapé un peu de une sorte de session. Oui, de sous Monty Python, on va dire. Et mais il n'arrive pas à atteindre le génie du surréalisme Monty Python. Et c'est un moment marrant dans
l'homme qui a tué Don Quixote, c'est qu'il y a la Spanish Inquisition qui arrive. Donc il y a un fameux gag des Monty Python qui est très connu où je crois que c'est un truc genre en mode vaudeville, pièce, une drama anglais tout à fait classique en temps moderne. Ouais. Et d'un coup, il y a la Spanish, l'Inquisition espagnole qui arrive et du genre, les personnes, nobody expect the Spanish Inquisition. Donc personne n'attend l'Inquisition espagnole et elle arrive. Et je trouve que c'est un gag et je le vois dans Le Man Who Killed Don Quixote. Et je me dis, putain, mais ça c'est l'esprit Monty Python. Et là, on a l'esprit Monty Python avec Dali qui est au bout du couloir, qui arrive vers Anis de Moustier, et ça prend une plombe. C'est comme dans Sacré Graal, où tu as ce chevalier qui va attaquer le château, et on le voit courir au loin, il fait ah, il fait quoi. T'as une musique chevaleresque, et on voit les gardes. Et le contre-champ sur les gardes qui parlent, ils font ok, et puis qui se con. À chaque fois, t'as le chant, on revient sur le chevalier qui attaque, mais qui est super loin, qui attend. Et puis donc il y a plusieurs allers-retours, ça dure vraiment super longtemps, t'as au moins 3 ou 4 allers-retours, qui est toujours très loin, et puis d'un coup on est sur le contre-champ des gardes, et là t'as juste le chevalier qui fait ah, qui arrive et qui embroche les gardes qui n'ont pas vu. Et voilà, et ça c'est le Monty Quelle Python. surprise. Ça c'est le Monty Python. Il y a un jeu de surréalisme sur qu'est-ce qu'on attend du cinéma, qu'est-ce qu'on sait des codes du cinéma, qu'est-ce qu'on attend d'une action. Et effectivement, là, il m'a eu. Dès le début, il m'a eu. Celle-ci, il y a une recherche de mise en scène et tout, et c'est super. Et limite, on peut y voir du sens un petit peu avec ce... Et c'est Edouard Baird, en plus. Et c'est Edouard Baird qui arrive magistralement. Pardon, c'était ça que tu voulais. J'ai demandé les cacahuètes discrètement. Et qui commence à gueuler dans le couloir. Mais comment c'est possible que c'est un hôtel miteux, déplorable? Il commence à râler surtout. J'espère qu'il y a les bouteilles d'eau, j'ai très soif. Et après, t'as tout le jeu où le groom vient chercher de l'eau entre temps. Ouais. En fait, il se passe 1000 trucs le temps qu'il arrive. En fait, pour la scène, donc, ils sont dans le couloir, elle les attend à la porte, puisqu'il faut qu'elle l'accueille, comme dit son assistante. Dali arrive, grand moton de fourrure, et on le voit au bout du couloir qui n'est pas si long que ça. Mais après, c'est un plan pas large, mais un plan en profondeur, effectivement, donc on voit tout le monde. Et après, c'est que du chant contre chant, et ça ne s'arrête plus. Là, on passe au moins sur 10 plans à chaque fois, et il n'arrête pas de marcher, Dali, et il n'arrive jamais, en fait. C'est génial, quoi. Et eux font plein de trucs, ils vont chercher de l'eau, ils ont le temps il a le temps d'aller aux toilettes. Et ce niveau de surréalisme, j'avais envie de le voir, pareil, c'est une promesse, et j'avais envie de le voir tout au long du film, de ce niveau-là. Ouais. Alors, ok, c'est une référence Monty Python, ok, soit, ce n'est pas grave, ça fait plaisir de la revoir, surtout qu'elle elle est bien utilisée. Mais le défaut du film, c'est que on est dans différentes strates avec des couches de rêves liées un peu à la Lynch, qui sont intéressantes, qui sont des effets de petits malins. Ouais, mais qui sont utilisés juste au premier degré, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail derrière. Non. C'est juste, je te le pose là. Et c'est pour ça que, du coup, je dirais pas petit malin, je dirais limite même feignant, en fait. Là où toi, tu le voyais pour Yannick, là, moi, je le vois ici. Où, justement, c'est... voilà. Et le pire, c'est qu'il va te le répéter. Alors, pour la mise en scène du couloir, ça marche, parce que, justement, on doit faire ce principe d'éternité. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Mais après, il réutilise certaines gimmicks qu'il répète, tu fais... Non, ben on va y venir, mais là, pour le coup, moi, il me prenait parce que j'y voyais du sens aussi par rapport au fait du Dali atteignable, inaccessible. Il y a un sens, en fait, dans ce non-sens. Il y a quelque chose, on peut y voir du sens. Et d'ailleurs, c'est le problème, parce que tu sais qu'il est étudié, en fait, dans les écoles de cinéma à Paris, Quentin Dupieux. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, mais justement, c'est ça qui est marrant, même lui, il le dit en interview, c'est il y a des cours sur moi pour chercher un sens à mes films, alors que lui-même admet... non, il ne faut pas forcément. Il y a pas de sens. Même lui ne se voit pas, quoi. Alors après, on dit tout le temps, une œuvre dépasse souvent l'artiste, et c'est souvent son public qui trouve le sens plutôt que l'artiste, en plus de l'artiste. Mais bon, là, c'est un peu exagéré, je trouve. En tout cas, pour ça. Oui, mais en fait, c'est ça toute la tension qu'il y a autour de Dupieux. C'est que le point névralgique de compréhension de tout le cinéma de Dupieux, c'est qu'effectivement, il n'y en a pas. Ouais. Et qu'il faut se laisser porter. Et c'est pour ça que je disais en avis sans spoiler, c'est qu'à des moments, je suis pris dedans, à des moments, je ne suis plus pris dedans.
parce que je vois les artifices. À des moments, je reprends dedans. En fait, là où je suis plus dedans, c'est que dès qu'on quitte Dali, on est d'Edouard Baird. Ouais, En fait, ouais. Il y a encore Jonathan Cohen Ce qui passe. Mais- Mais ces scènes sont nulles. Le scénario des scènes de Jonathan Cohen sont nuls. pas, ouais. Alors C'est que, pas Edouard Baird, c'est clair. alors que Pio Marmaille, je suis désolé, c'est une catastrophe. Puis Marmaille, il fait même pas l'effort, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est On dirait vraiment, c'est le pote qui est venu faire le film avec ses potes et. Ouais, bon, bah, ok. Mais Et puis, voilà. Pio Marmaille, j'ai jamais été. Voilà, désolé, j'ai peut-être mal aimé le public féminin mais c'est que j'ai jamais été grand fan de sa bouille. Et dans Yannick, j'ai trouvé Ah si, pour le coup, moi, dans inutile. Yannick, je le trouvais bien. Surtout son retournement de situation. Son switch. Son switch, ouais. Non, le sur Twitch m'a fait dire encore plus. Maintenant, en fait, autant tu vois Blanche Ah, c'est Gardin, marrant. j'ai trouvé, mais je trouve fantastique Blanche Gardin devant la chauffe. Devant l'éternel. Oui, non, elle a quelque chose. Elle arrive à rendre drôle Problemos, qui lui paraît est une promesse qui n'est pas tenue sur Avec Problemos, Julien. qui malheureusement il y avait des très bonnes promesses par rapport à ce film, mais qui Qui a eu ne des sont très pas tenues. bonnes, qui a eu des bonnes critiques. Ah, il a d'ailleurs, super aussi. bien marché, Il a Problemos, marché, ouais. et qu'elle a écrit d'ailleurs. Mais on sentait qu'il y avait quand même un gros foirage. Mais je trouve que rien que de la voir, elle me fait penser à une Marina Foïs en plus virile. D'accord, ok. Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais. Et ok. Pourtant, Marina Foïs, dans certains rôles qu'elle a pu Oui, faire elle ces est derniers très temps, mec, elle est très masculine. Ouais, elle est bonne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une bonne actrice, je trouve. Oui, mais c'est pas du c'est tout pas ça, c'est pas ça que tu veux. C'est pas du tout par rapport au fait d'être mauvaise actrice ou pas. Moi, Marina Foïs, même depuis les Robins des Bois, j'ai trouvé très bien. Ouais. Après, j'ai un peu arrêté sa carrière pendant quelques années, quoi. Je me suis concentré à Robins des Bois et à Asbestas, mais Ah oui, il y a un sacré gap, il y a effectivement. un sacré gap. Mais non, dans Police, c'était pas si mal que ça. Exact. Ouais, Même si Maïwen vampirisait beaucoup trop, mais dedans, elle était très bien dans Police. Mais bref, pour repartir sur. Recentrons-nous sur le film avec ce début et cette note d'intention qui promettait justement quelque chose d'intéressant, où on comprend de toute façon assez rapidement, vu qu'on sait déjà qu'il y aura plusieurs acteurs, on est un peu curieux justement de voir comment ça va se passer. Et cette approche, non, elle tient le coup justement. Elle annonce quelque chose de plaisant pour la suite. Et franchement, moi, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon, je me mets dans mon fauteuil, on est bien, on y va. On part C'est bien. parti, on part bien, ouais. On part bien. Mais après. après, on déboule sur Jonathan Cohen. Non, on va sur Edouard Baird et après directement en fait on part sur le principe justement, donc cette idée où c'est l'image justement de Dali et pas l'artiste que l'on va explorer. Et du coup à travers ça on va explorer du coup cette toile aussi. C'est différentes. Une de ces toiles. Une de ces toiles, effectivement, et on va la voir de l'intérieur. Ça qui est marrant, c'est qu'on peut imaginer, vu qu'elles sont complètement extravagantes, surréalistes, Quentin Dupieux décide de mettre en scène en fait ce surréalisme. Un des tableaux, ouais. Et donc là, on a Monsieur Fraise et Jérôme Niel qui représentent, je sais plus comment s'appelle ce tableau. Ah, ils étaient là. Ouais, c'est eux, c'est Jérôme Ah, je Niel sais avec absolument l'homme pas. à la tête complètement Oui. attaché, distordu. Distordu et tout ça. Ah, mais j'ai vu le nom au début générique. Oui, Et effectivement. j'ai complètement oublié. Et Monsieur Fred, je ne sais pas qui c'est. non C'est celui plus. qui est à côté qui tient le mouchoir dans la bouche. C'est qui je sais. C'est un comique qui s'est fait repérer il y a déjà. Ça fait un petit moment qu'il fait, mais il s'est fait repérer dans. On attend qu'en rire. Non, c'est comment l'émission de Ruquier qui passe un moment. On ne demande qu'à en rire. Où il s'est fait repérer là. Comme Kev Adams. Ah, pardon. Ou Jérémy Ferrari, si tu veux. Ah, ou oui. choses. Ou Artus. Artus, là, je sais plus. Enfin, bref. Et en tout cas, voilà. Et lui, il est très drôle aussi. Hein. Et eux, leur petit moment, moi, ça m'a fait. Ce principe, on va rentrer dans la toile, on va aller un peu décortiquer la chose, on va un peu explorer tout ça à travers un autre point de vue. Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant. Surtout que Dali, du coup, il y a foison, il y a beaucoup à chercher, il y a beaucoup à explorer, il y a beaucoup à montrer. Et là encore, ça reste. Là encore, oui, je prends. C'est pas assez surréaliste. Oh, c'est pas assez surréaliste. Quand même, il a ce téléphone. Donc là, Oui. à un moment, il y a son assistante, enfin, je sais pas où, La bonne. une majordome, on dit aussi. Oui, voilà, la servante, voilà, la bonne, la en bonne. chef. Ouais. Ouais, qui lui apporte un téléphone en lui disant t'as un coup de fil pour vous, par contre, désolé, le câble a coupé, il faut retourner à la maison. Oui, j'ai pas pu emmener le câble n'est pas si long que ça. Mais, alors que le téléphone sonnait. Ah, il sonnait, je crois que le téléphone. Non, il sonne pas. Il sonne pas. Non, il sonne pas. Non, j'ai fait gaffe et il sonne pas parce que j'aurais aimé qu'il sonne. Là, le surréalisme, il est là. Ouais. Et à ce moment-là, donc on voit. Et là, il est interprété par Pio Marmaille. Effectivement. Et là, tu dis dès le début, ça va être compliqué avec lui.
il part dans un Je l'ai pas tunnel. encore senti à ce moment-là. Oh, aussi. C'est après. Il part dans un tunnel et il sort en Jonathan Cohen. Jonathan Jojo. Il sort en Jojo. Et là, il arrive, il va reprendre le téléphone et Anaïs de Moustier va lui proposer de faire l'interview. Mais il y a quelque chose qui se perd, en fait. Tu vois, d'un coup, on perd le surréalisme. Après, il y a un bout de non-réalité qui vient avec où il se voit vieux. Parce que c'est Il s'aperçoit vieux le cinquième à travers Dali. la fenêtre. C'est lui vieux. Et en même temps, ce qui est très dingue, c'est que là, par contre, les dialogues de Dali, qui fait dire à Dali, qui sont dans la bouche de Dali, sont vachement bien. Parce qu'il a ce côté, déjà que Dali parlait de lui à la troisième personne. Il se reprend d'ailleurs souvent, il dit je, et après Dali. Et il va raconter au premier degré ce qui se passe devant lui et ce qu'il pense. Et ça, c'est très intéressant. Mais je trouve que c'est pas assez poussé dans tout le film, en fait. Je trouve que il y a ce côté où de jouer avec le décalage entre la réalité et ce que Dali raconte et dans son dialogue, c'est pas assez exploité pour moi. Je pense j'aurais aimé voir plus de choses comme ça. J'aurais aimé avoir à rire à ces calembours, à rire à cette situation-là, et je n'ai pas ri. J'ai ri à des moments, ça, je dois avouer. Si, ouais. Mais j'aurais aimé plus rire. En fait, il y avait un potentiel de beaucoup plus rire. Je pense aussi. Effectivement, comme tu dis, ça porte à sourire, limite, en fait. C'est ça, quoi. Ça porte à sourire, mais à se marrer à gorge déployée, là où pourtant on a entendu certains dans la salle qui, eux, avaient l'air de passer un bon moment. Alors après, je dis pas que j'ai passé un mauvais moment, mais c'est vrai que c'est... C'était court, au moins. Le film est déjà court, donc... Mais non, pour moi, Jonathan Cohen, il le tient bien encore, je trouve. Oui, moi je trouve que... Après Edouard Baird, c'est lui pour moi. Oui. Parce que Pio Marmaille, c'est pas la peine. Et Gilles Lelouch, c'est une catastrophe. Eh ben, quand il est alors ça c'est plus On tard, le mais il y a voit une très scène peu, à table, on le peu. voit, c'est pas celui qu'on voit le moins, mais on le voit. Je pense qu'on le voit. Qu'on le voit. C'est pas celui qu'on voit le plus, effectivement. Pour moi, je pense qu'on le voit autant que Pio Marmaille. Non, c'est Jonathan Cohen et Edouard Baird autrement qu'on voit le plus, effectivement. Et il y en a même un cinquième, je sais même plus. Si c'est un vieux, il s'appelle Flamand. Oui, Flamand, mais il y en a encore un autre à un moment qui passe juste 2 secondes, qui décroche le téléphone, qui a la chemise de Dali. Ah non, c'est l'un des 4. Non, il n'y a que ça. Hein. Non, il y en a un, parce que là, on est à 4. Non, Pio Marmaille, Jonathan Cohen. Ah non, il y en a un 6e, du coup, c'est ça le truc. Si. Bah, bref. Oui, c'est pas très important. Et du coup, oui, donc là, il commence déjà à se confronter à ces différents lui-même. Dans le film, déjà, là, il nous met un truc méta, en fait. Enfin, on comprend, on pige pas très bien le sens du méta, mais on comprend, en fait, qu'il y a ce truc où il y a lui qui s'observe vieux, qui s'observe jeune, et inversement, lui jeune qui s'observe, se constate qui est cette horrible personne en face de moi, vieille, moche et tout ça. Et ça, c'est drôle. Ouais, effectivement. La situation est drôle, mais c'est pas exploité. Même, et on le voit qui revient plus tard parce qu'on est du point de vue du vieux, Dali, et on voit la scène. Et ça, c'est un peu paresseux, je trouve, de la part. Ça, c'est pas possible. C'est ça qui est dérangeant, c'est qu'il y a un côté très paresseux par rapport à sa mise en scène. C'est-à-dire que l'idée, elle est là, mais il va pas l'exploiter assez suffisamment. Non, c'est ce qu'on dit depuis le début, effectivement. C'est qu'à chaque fois, c'est une bonne punchline. Je te lance le truc, et limite, rigole pas, c'est pas grave, moi je passe à autre chose. Et du coup, il passe à autre chose, et après, c'est quoi du coup en fait, on passe sur Anaïs de Moustier qui commence à lancer le film sur Dali. Donc le film, l'interview. Et commence à partir dans des circonvolutions sur l'interview, de qu'est-ce que ça implique de faire l'interview de Dali. Donc on a le dialogue entre Romain Duris, qui joue le producteur de Anaïs de Moustier, et des allers-retours entre des scènes où en fait il commence à préparer l'interview. Dali, il arrive en Rolls-Royce sur la plage et il veut aller tout devant l'interview parce qu'il ne veut pas marcher trop. Il va pas marcher. Donc du coup, il fait tomber la caméra. Du coup, l'interview commence. Mais c'est mis en abîme dans une télévision où on nous rappelle que, en fait, l'interview, on a l'impression qu'elle est filmée, mais en fait, on sait qu'il n'y a pas de caméra qui est là. Donc, il y a ce décalage de surréalisme, mais de couche qui est intéressant parce que du coup, tu te demandes, mais quelle est la réalité ? Et attention, un petit indice chez vous, en bas chez vous, est-ce que c'est la réalité ou pas ? Exact. Et on arrive à ce moment où, alors le point de départ est génial, c'est que le jardinier a dit à Dali, vous n'oubliez pas que lundi prochain ou jeudi prochain, on dîne ensemble. On n'avait pas oublié. Et
Lui, il lui dit, mais ça, je trouve ça génial. Si j'ai oublié, et rappelez-le-moi, puisque dans 5 minutes, j'aurais déjà oublié. Et j'ai envie de dire Rappelez-le-moi vite parce que je suis déjà en train d'oublier ce rendez-vous. Et j'ai envie de dire, je me suis beaucoup reconnu en ça. Donc, vraiment, je me suis beaucoup. Ok, ça promet. Okay. Non, mais il faut toujours me rappeler les choses. Hein. D'accord, ok. Mais tout ça pour dire que après on repart dans cette espèce d'aller-retour sur toujours cette préparation par rapport à l'interview. Et on arrive au dîner avec Dali qui est invité chez le jardinier avec sa compagne qui est une espèce de je sais pas de vieille greluche comme ça de vieille greluche. Ouais, mais une espèce de hyper serrée, tu as toute coincée du derche. Oh putain. Ah quoi? Verra quoi. D'accord, ok. Mais j'arrive pas à la retrouver. C'est qui? Mince, bon, c'est pas grave. Parce que autre, non. Ah, Boris Gillot. Et tu vois, il y a un 6e. Il y a un autre Dali qui s'appelle Boris Gillot. Ah bah voilà. C'est pour ça. Non, mais juste avant tout ça. Je vais trop vite. Ouais, juste avant tout ça, quand même, il y a la première fois où Dali, en fait, annule le rendez-vous. Oui. Dans la chambre d'hôtel avec Édouard Baird et Anis Demoustier. Oui, qui là est très. Tout début. Ouais, tout début. Le début, la première interview où elle explique effectivement que c'est pas une interview filmée, que c'est juste noté. Et là, Dali, pas qu'il pique une crise, mais il fait son caprice. D'où après la séquence avec le producteur, parce qu'il faut une grosse caméra pour Dali. En fait, ils vendent le truc et elle dit oui, la plus grosse caméra du monde qui n'a jamais existé. Et lui, forcément, ça le tente à mort, quoi. C'est vrai que tout s'embrique, en fait, parce que même dans des couches en parallèle, les acteurs ne sont pas les mêmes en fonction des scènes. Alors pourtant, ça va être le même moment à travers plusieurs scènes va être joué par des acteurs différents. Oui. Donc c'est un peu perturbant des fois. Tu te dis attends, on est sur qui là? Ça c'est intéressant, mais je trouve que ouais, au final c'est pas poussé quoi. C'est pas toujours pareil. De toute façon, à mon avis, c'est ce qu'on va ressortir régulièrement. Hein, c'est que c'est pas poussé. Mais de là, donc en fait, après lui, il décide d'aller. Ils vont sur la plage avec des caméras. Il fait, bien sûr, comme ça arrive, sur la plage. Avec son chauffeur, la voiture est embourbée. Donc, il décide de demander à Anaïs Demoustier et son chauffeur de pousser la voiture pour aller jusqu'aux caméras. Et forcément, ce qui arriva. Dali, en fait, fait tomber les caméras et les casse. Voilà. Donc, il décide quand même de faire l'interview. Et en fait, au bout d'un moment, comme d'hab, en fait, c'est l'interview impossible. En fait, c'est le film interview impossible pour Anaïs Demoustier, puisque à chaque fois, en fait, Dali, au bout d'un moment, très rapidement, arrête l'interview en disant que ce n'est plus possible. Dali n'est pas respecté. Dali mérite mieux. Voilà. Donc à chaque fois. Mais ne cherchez pas un enjeu narratif par rapport à ça. Ne cherchez pas une résolution. Ne dites pas qu'il va y avoir une finalité ou quelque de pourquoi préparation c'est mis en place. de paiement ou quelque chose. Non. Et même et c'est là où on est vraiment dans ce rôle de spectateur. Vraiment, on est dans ce rôle de spectateur où, en fait, on suit les événements du film sans vraiment jamais avoir d'attache. Et c'est peut-être ça le grand défaut de ce film, c'est qu'on n'a pas vraiment d'empathie. Autant dans Yannick, il y a de l'empathie qui se crée. Raphaël Quenard est super bon pour ça. Oui, justement. Et de l'empathie pour la situation, les personnes qui sont prisonniers dans cette situation. Le fait qu'on a toujours un peu rêvé d'être dans cette situation et de voir un truc chiant et de dire mais non, vous me faites casser les couilles, non, on arrête quoi, on fait autre chose. Alors que là, on est juste spectateur du flow qui se découle devant nous et je sais pas toi, mais moi j'ai même pas essayé de chercher à comprendre les choses, j'ai vu les enchaînements. Très rapidement aussi, moi j'ai décidé de ok, on cherche pas. On est d'ailleurs comme je te dis à un moment j'ai décroché puisqu'il y a ce fameux passage où il est assis, Gilles Lelouch en Dali sont assis sur la terrasse avec un homme qu'on ne sait pas qui c'est, un ami j'imagine, où il est là en train de lui demander de répéter le nom Mohamed Ali, répète-le, le mec le répète, mais sans comprendre, sans savoir pourquoi, jusqu'à la fin où Dali l'arrête et fait Mohamed Ali. Cet homme a mon nom dans son nom. Ce n'est pas possible, c'est un usurpateur. Il doit changer. Non, il le dit carrément. Il doit changer de nom. J'étais là avant lui. La notoriété était là sur moi avant. Donc il remet en cause l'existence de Mohamed Ali, ce qui est très drôle. Et c'est là que j'ai perdu le film. On va chercher d'autres noms justement. Et tu n'en as pas trouvé. Dalai Lama, mais c'est nul. Voilà. C'était ça que je voulais t'amener. Et pour l'avoir trouvé au bout de 2 minutes, j'étais là, putain Lionel, t'as vraiment perdu ton temps.
Et après, j'ai regardé le film et Ah, je mais fais, ça- mais il y a encore 1 heure à perdre son temps. Donc ça- Non, pas 1 heure. C'était On était vers à la fin. moitié. Non, vers la fin. C'était vers la fin. Il restait un quart Ah d'heure. non, à ce moment-là, non. Non, Mohamed Ali, c'est la fin. Bref. Bref. Dès le début, c'était déjà la fin. Bref. Voilà. Mais et donc là, on va arriver sur le grand morceau du film, le grand truc, Le buffet. le buffet, oui, dans tous les sens du terme, le buffet. On va un peu vite, hein, mais Parce qu'au final, il va au dîner où il est invité par son jardinier. Et on arrive sur quelque chose de complètement surréaliste avec cette nourriture, ce ragoût pourri avec des asticots dedans. Avec un crâne de buffle ou- buffle ou ouais, de bovin, en tout cas, qui est dans la Qui marmite, mijote dans la avec marmite. plein de verres. Et c'est pas des petits verres qui Non, c'est sont juste là à glisser. Hein, ça c'est le gros modèle. ça frétille. Hein, ça, Ouais, c'est le ça gros frétille modèle. pas mal. Et Bien tout ça des est deux. servi de façon totalement normale. Et moi, ça m'a fait penser à Brain Dead. Oh ouais. Toute la scène du repas. Ouais. Et là, à ce moment-là, il y a un curé qui est là, il y a le jardinier, il y a la compagne de Dali. Et le jardinier insiste, il faut que vous entendiez absolument le rêve du curé. Du curé, ouais. du bon gros curé de campagne. Donc ça, apparemment, c'est une référence Buñuel, mais je suis pas assez calé Buñuel pour... Ah, Dieu, malheureusement, ouais, moi non plus. Heureusement. Non, je dis malheureusement. Ah, j'ai compris. Malheureusement, moi non plus. Non, Buñuel, Ouais. malheureusement, c'est un truc qu'il faut vraiment que je. Faut vraiment qu'on s'y mette. Le On est- charme discret de la bourgeoisie. On est irrécupérable à ce niveau-là. Le C'est pas chien grave. andalou, ça c'est sûr, Chien ça, je me andalou. souviens d'avoir vu. Mais en Et, fait, Dali a été l'assistant ou le second réal de Buñuel. En fait, ils ont été proches pendant longtemps, lui et Buñuel. Et en fait, à un moment, ils se sont engueulés et leur amitié a clashé apparemment. Ouais, c'est sur le truc. Dali, j'imagine. Oui, de toute façon, je veux dire, Un c'est peu. les deux, à mon avis, les deux. Hein. Mais Donc, là, du coup, on le arrive à ce- rêve est raconté et on entre dans le rêve. Et pourquoi est-ce qu'il veut raconter le rêve? Parce que en fait, il veut que Dali peigne une partie de son rêve, enfin, Ils sont- fasse ils une sont- peinture tirée de son rêve. Le jardinier est vénal hein, quand même. Hein, et le curé aussi. Hein, ils ont... Oui, mais c'est aussi en référence aux peintures de Dali, Ouais. je me souviens plus du titre, mais c'était genre la dernière image qu'on a avant de se réveiller d'un rêve. Attends, je vais retrouver le nom. Attends, Donc pour continuer, en tout cas, le prêtre raconte son histoire, qui est une histoire, bien sûr, complètement... son rêve, qui est un rêve complètement absurde, là encore. Voilà, c'est le titre que je cherchais. C'est Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade une seconde avant l'éveil. C'est un des plus connus. Il aimait bien les titres courts, effectivement. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, il est connu celui-ci. Et donc, Très beau, je pense très beau. que il est magnifique. Et je pense que pour moi, c'est une référence à ceci, c'est-à-dire qu'on veut aller on veut imbriquer dans du rêve de rêve de rêve de rêve de rêve. Et Ça, on ne le sait pas encore, nous. Et c'est là que, oui, on ne sait pas encore. On est pris en. Mais je pense qu'effectivement, en se remémorant le titre de ce tableau, et je pense que c'est le morceau qui a fait que il a écrit ce film. Ah. Dupieux. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est que en fait, il s'est inspiré de ce titre de ce tableau. Et il a voulu n'en faire faire un film rêve, en fait. Faire en sorte que... Pour moi, le Wow. film, en fait, c'est tout le trip de Anaïs de Moustier qui doit interviewer Dali, qui est une jeune journaliste et qui attend. Et d'ailleurs, on la voit à un moment s'assoupir dans la chambre d'hôtel au tout début, avec aussi ce petit repère. Donc ça, ce serait une référence Lynchien à Malin dans le rêve, par exemple? Oui, moi, je pense qu'il y a clairement ça. Et je ne sais pas si tu as vu le petit repère temporel avec ce qui se passe à la télé, avec la finale de Roland Garros de Yannick Noah face à... C'était qui nous? C'était Villanders, non? Je sais plus du tout. Morgan serait là, il aurait pu nous le dire. Oui, il a pu le dire, ouais. Qui était gagné en mai 1983. Donc on a une référence. Qui n'est pas dans l'année de naissance, d'ailleurs? Oui. Waouh! Et il paraît que j'ai regardé, j'avais un mois que je regardais déjà cette. je regardais déjà la télé, j'étais mis devant la finale de Roland Garros. C'était premier mot, apparemment. Vas-y, Yannick! Ah, oui, vas-y. Vas-y. Yannick. Vas-y, Yannick! Mais comme quoi Yannick me poursuit partout. Et pour moi, c'est l'axe de ce tableau est la clé de tout ce film. Parce que Waouh! on va faire court parce qu'on va pas trop s'épancher non plus. Le reste du film va être en fait une suite de successions où en gros le prêtre va raconter ce qui se passe dans le rêve,
que en gros il se retrouve dans les enfers, que après Il est sur un dodan. il est sur un âne nul, et il ouais. se fait tuer par un cow-boy. Lâchement, effectivement. Lâchement. Mais après il se réveille et sur il une barque. sur une barque, il chope ses commissions. Il retrouve sa barquette de légumes qu'il avait perdue. Il se réveille et là on revient dans le moment du dîner Avec film, le jardinier. avec le jardinier, avec sa Salvatore femme Dali. et tout ça, et Dali, ouais. Joué par Pure Marmaille à ce moment-là. Non, Gilles Lelouch. Non, Pure Marmaille. Non, Ouais, il change tout, bref, il change, ouais. quelqu'un. Ah Et à ce moment-là, donc l'histoire continue. Donc on revient sur l'interview du film qui devient un espèce de fil rouge par rapport à notre fil narratif. Mais au bout d'un moment, ça part un peu dans n'importe comment, où en fait l'interview va commencer à être filmée. Puis finalement, il y a une embrouille, je ne sais plus exactement quoi, que Dali sort. Non, en fait, le truc, c'est que Et- Romain Duris, je me permets, juste Vas-y, pour vas-y. recontextualiser, en fait, Romain Duris, vu que 2 fois auparavant, sur les précédents interviews, en fait, il s'est barré parce qu'il n'y avait pas de caméra, parce que, voilà, il était un peu... Il ne se sentait pas respecté, on va dire, pour l'artiste qu'il est. C'est pas au niveau d'exigence de Dali. Et du coup, Romain Duris dit à Anaïs de Moutier, on va tout péter, quoi. On va mettre assistant, on va mettre des gens d'ailleurs, on s'en fout, même s'ils brassent du vent, on s'en fiche. Ils sont d'ailleurs, c'est une scène un peu dégueu où ils sont ils sont dégueux. On montre bien le producteur qui, allez, c'est bon, la thune, on s'en fout. D'ailleurs, ça, je me demande si c'est pas une note d'intention, justement. Si, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a surtout aussi une Mais critique si du patriarcat aussi derrière. Ah, ouais, Avec tout le effectivement. discours de comment elle doit s'habiller, qu'elle doit faire attention. Enfin, ça, cette partie est très intéressante et c'est sort de nulle part en fait. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore de nouveau traité et poussé. Ouais, ok, mais moi j'y vois autre chose encore avec cette scène de producteur où Anaïs de Moustier ne demande pas autant en fait de services et de moyens mis en place pour son interview, et c'est lui qui arrête pas de dire c'est Dali, il faut qu'on Qui est de y la aille, surenchère. surenchère, on va prendre des caméras, on va en mettre plusieurs et tout, et on va prendre des assistants, on va louer un bel hôtel et tout ça, ça va. Elle est là, mais ça va coûter de l'argent, on s'en fiche de l'argent, t'inquiète, il y a les assurances. Et là, ce sont des petits détails qui nous font tilt en disant ouais, mais c'est bizarre quand même qu'à ce moment-là, pourquoi il sort ça. Ouais, mais Duris. non, moi là je voulais revenir, mais c'était un peu tordu de ma part. J'ai l'impression carrément que c'est Dupieux qui nous parle en fait, parce que en fait on met des Développe. moyens, on Développe. met des moyens à Dupieux, alors que lui en fait quand tu regardes ses films, tu te rends compte que les moyens ils ont pas forcément besoin. En fait, t'as l'impression que Dupieux c'est quelqu'un qui a pas forcément besoin de beaucoup de moyens pour faire ses films. Là encore, c'est très, je dirais pas que c'est minimaliste parce qu'il y a différents effets, il y a différentes choses, mais on n'est pas sur des grands décors, on n'est pas dans les Non, mais effets spéciaux Yannick et tout a ça. rien coûté. Yannick a coûté peut-être, je sais pas, 200 000 euros quoi. Ouais, mais c'est, on va dire, l'exception, ça, j'exagère, parce qu'avant, il y avait eu quand même Fumé de fait tousser, il y en avait quand même eu. Enfin, il touche quand même, vu qu'il en fait plusieurs par an, il touche quand même quasiment 3 à 4 fois les subventions du CNC par an, quand même, Quentin Dupieux, quoi. Donc, le mec, surtout que Yannick a été fait en en 6 attente, jours. en attente, je crois, ouais, en une En fait, ouais, semaine. quand il a à peine. Quand Terminé, il a un film qui sort au cinéma, il en a quasiment un qui est déjà en Tourné, montage, ouais. tourné et en montage. Donc, le mec est hyper productif. Donc, mais on lui met les moyens en place, et j'ai l'impression de limite que c'est lui qui nous parle à travers Anaïs de Moustier. Mais du coup, pour moi, c'est un peu. Et qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre, mec, en fait, que on te met trop de moyens, on te met trop de choses à ta disposition et que toi, tu veux pas, mais n'empêche que tu les as. Mais dans ces cas-là, ben non, mais si tu en as conscience, ben utilise-les. Tu vois, peut-être que c'est un peu tordu, j'y vais avec du recul, hein, je pense que c'est ça, mais. Et le film, il y a plein de petites pointes comme ça dans le film, hein, où tu as l'impression que c'est lui qui essaye de te faire dire quelque chose par rapport à comment est-ce que Quentin Dupieux lui-même est pris, l'artiste, est considéré par rapport aux producteurs, par rapport à ses spectateurs, par rapport à ses propres acteurs aussi, et tout ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi un peu lui qu'il essaye de nous montrer à travers le personnage de Dali. Enfin, moi, nous expliquer un peu lui, sa personnalité, son côté, comment il est dans ce milieu-là du cinéma. Mais du coup, quand on voit comment c'est, cette scène-là, pour moi, c'est un peu limite, peut-être pas du foutage de gueule, mais je me dis, mais oui, t'es en train de nous faire comprendre que t'as les producteurs à tes pieds, que t'as les producteurs qui te proposent des ponts d'or pour faire tes films, mais que toi, en fait, t'en as pas besoin. En fait, tu t'en fous, t'es un mec, moi, je veux faire mon truc, et basta, et un truc comme ça, avec peu de moyens.
Mais du coup, je me dis, mais du coup, cet argent, donc on te le donne et tu l'utilises pas, ou tu l'utilises pas à bon escient, mais du coup, il n'est pas utilisé pour d'autres personnes. Je sais pas, je suis en train de me. Peut-être que je vais un peu loin, mais c'est à partir de ce genre de scène-là où moi, le film m'a un peu décroché, où je me suis dit, voilà, quand même, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se dire, quoi? C'est marrant parce que moi j'ai plus retenu l'espèce de pic par rapport au patriarcat que je trouvais vraiment intéressant. Ah, mais aussi, du coup, ouais, en même temps, il en scène. profite effectivement pour y aller avec Romain Duris, qui est horrible. Hein. Oui, sur cette Horrible, scène, il y a ce côté effectivement du fantasme du réalisateur vénal et très old school en disant bon, voilà, faut que tu t'habilles, faut que tu t'arranges. Il veut pas quoi. le dire, mais bon, ok, je te le dis, voilà. C'est pour toi, c'est pour toi. Sache que le coiffeur, c'est la boîte qui paye. Ah bon, il faut que je change de coiffure. Enfin, c'est vrai que là-dessus aussi, il va piquer un peu, quoi. Donc, ouais, mais ça s'arrête. C'est vrai. Bah, il va pas. Après, si Romain Duris, de toute façon, on le verra, on va en parler très rapidement. Il devient de plus en plus ignoble. Oui, là, il est ignoble, mais il se veut gentil. En fait, lui, il se veut gentil avec elle, tout en étant un vrai salaud. Mais après, il tombe le masque et c'est une vraie merde. Oui, c'est bon, quoi. Et on comprend. Et à ce moment-là, donc le film se rend compte qu'il y a de nouveau une impossibilité à ne pas arriver à faire l'interview. Et bam, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe et on revient sur le dîner avec le prêtre curé. Et le curé et le jardinier. Et là, tu fais c'était un rêve. Donc là, il nous prend la fameuse technique du c'était un rêve. Voilà. Et on revient plusieurs fois. Après, on revient, on continue sur une suite. Donc, le dîner se termine, pardon. Dali part. Dali est en voiture. À ce moment-là, Anaïs de Moustier court à côté de la voiture en implorant de refaire l'interview. À ce moment-là, Dali demande à la voiture de foncer. Et un accident. Bam! De nouveau, on arrive sur la scène avec le curé et la fin du repas. Après, on renchaîne avec de nouveau une histoire de tournage où il essaie de faire l'interview, ça ne marche pas pour X raisons. À ce moment-là, Anaïs de Moustier offre une petite toile. Ça m'a fait rire par contre. La petite toile qui représente le curé qui se fait tuer sur un âne, qui se fait tirer par le cow-boy. Donc qui est en référence au rêve. Le début du rêve du prêtre. À ce moment-là, Dali va dire je vais t'en faire une œuvre d'art de cette croûte. Au début, il est quand même un peu surpris, mais vu que c'est Dali, rien ne doit le surprendre. Donc c'est moche. Et il dit je vais t'en faire une œuvre d'art. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un stylo et il écrit dessus Dali. Moi, je croyais qu'il allait faire le trou en fait. Du curé. Moi je l'ai écrit dès le départ. Ce qui est génial, c'est qu'au final, c'est que n'importe quoi, tu mets Dali dessus, ça devient une œuvre d'art. C'est ça, la transformation du fait de la monstration d'un objet devient de l'art, en fait. C'est le principe de Marcel Duchamp. C'est que d'un coup, en fait, tout peut devenir art. Ça dépend de la façon dont on la regarde et qu'on la montre et qu'on la met en scène, pardon. J'aurais été curieux de le voir avec les NFT, lui. Alors, comment est-ce qu'il aurait géré ça? Si c'est moi, ça. Si c'est marqué Dali, ça marche, tu vois, ça a de la valeur. Par contre, si c'est marqué truc muche, non, ça n'a pas de valeur parce qu'on n'est pas ce level-là. Et de nouveau, après ça, tu as une vente aux enchères où quelqu'un achète le tableau pour 10 millions de francs. Et là, à ce moment-là, il y a le cow-boy dans la salle qui apparaît, qui tue le curé. Et bam, de nouveau, on arrive sur... Donc là, on est déjà à la troisième itération du... Donc déjà, moi, la première, ça, on va dire, ok, il le fait une fois, ça va. Ok, et c'est pas à la fin du film, tu te dis c'est dans le milieu du film, tu fais ok, bon, il le met à ce moment-là, ça veut dire qu'il a son petit truc et tout ça, il va faire son truc et tout bazar. Mais c'est là où moi je suis plus d'accord et c'est là où ça commence à m'énerver, c'est qu'effectivement il le fait une fois, 2 fois, petit malin, 3 fois, oui, mais sans jamais d'exploitation du... Je dis pas que c'est bien, je dis juste petit malin. Ça c'est posé là, quoi. Et c'est juste après on recommence l'histoire, on la reprend pas du début, mais on la poursuit, on la pousse encore à chaque fois. Dans la première histoire, moi, il y a un truc qui m'a fait rire non, c'est la deuxième fois où il dit que c'était un rêve, où il y a Dali qui est joué par, je crois que c'est Lelouch à un moment, où il dit au curé, très intéressant, très intéressant. Et ils sont là, bien. Et lui, tout ce qu'il retient, c'est et cette Française, Judith. Oui, Judith, il se rappelle pas. Et là, lui, il est là.
Punaise. Non, je sais plus comment il dit, mais même dans vos rêves qui ne sont pas les miens, elle arrive à me faire chier. Parce qu'après, à ce moment-là, elle insiste de nouveau, elle appelle tous les jours Dali. Et au bout d'un moment, il accepte de nouveau d'enfin faire l'interview. Et là, on revient au point de départ dans l'hôtel. Et c'est elle qui est interviewée par Dali avec une immense caméra. Une très grosse caméra, ça j'ai bien aimé. Une Kinoton. C'est une caméra qui existe vraiment ? Non, on veut dire que c'est une reconstitution, mais... Non, mais oui, mais je pense que c'est une Kinoton. T'as pas la ref ? Kinoton, c'est une Kinoton. Kinoton. C'est une... c'est plus une... non, je ne l'ai pas, désolé. C'est un truc pour projeter. Merde, comment c'est les grosses caméras. Mais oui, bien sûr. C'était de la peur. Je me dis, c'est une Kinoton. Oui. Putain. Oh, génial, c'est une Kinoton. Voilà, c'est ça. Il commence à la trafiquer. Ah oui, mais bien sûr. Mais c'est une Kinoton. Bref, voilà. Et à ce moment-là... Comme elle dit dans le film, je suis nul. Ça, c'est une grosse zone d'attention de Quentin Dupieux aussi. Ça, on arrivera après, parce que c'est une séquence qui est intéressante d'en parler. Et il n'y a plus que 3 grosses séquences à parler. Ouais, exact. Donc, on revient effectivement là-dessus. La grosse caméra, elle est interviewée par Dali. Et donc, qui est très intéressant, puisque tu as ce côté très méta sur l'histoire du film qui est mise dans le... Enfin non, c'est elle qui raconte son histoire et qui fait écho avec le premier plan du début du film. Exact, on ne sait pas à qui elle parle, justement. On ne sait pas à qui elle s'adresse. Donc là, tu vois, cette mise en place surréaliste et cette mise en abîme surréaliste, je trouve, fonctionne encore. Ouais. Elle va le montrer en salle de montage à Romain Duris, qui là, lui pète les plombs. Un câble. Ouais, pète les plombs. Et l'insulte de tous les noms, conne, boulangère d'ailleurs. Oui, la traite de boulangère, tout le temps, de boulangère. Parce qu'effectivement, en fait, il regarde les images et on la voit parler et on entend comme un bruit de voix. Donc, vu qu'on a vu la scène avant où Dali l'interview, en fait, c'est lui qui lui parle, mais il est caché par la caméra, il est juste à côté. Mais bien sûr, le micro n'est pas en direction n'est pas pointé vers Dali. Du coup, en fait, on entend très mal et le son de Dali n'est pas exploitable. Et donc, lui, il pète les plombs, quoi. Parce que vraiment, pour lui, c'est tu nous as niqué, quoi, en fait. Mais ce qui est génial, c'est que là, le film m'a un peu rattrapé à ce moment-là, parce qu'il y a ce côté de mise en place où Dali vient hacker, vient pirater et hijacker le film. Est-ce qu'il va retourner le fait qu'on fait un film sur lui en se focalisant sur la personne qui fait le film sur lui? Et cette mise en abîme, ce retournement de mise en abîme, et je trouvais très intéressant. Pour moi, j'ai accroché parce que du coup, ça pose la question de la place de quel est le sujet vraiment du film et quel est le sujet qu'on veut traiter par rapport à l'approche de Dali. Tu t'es posé beaucoup de questions, JB, pendant le film. Bien sûr. Non, mais je ne pense pas que lui-même a l'intention de vouloir soulever autant de sujets. Peut-être qu'il s'est dit, mais c'est que ça va être rigolo de faire ça à ce moment-là, dans l'écriture. Du coup, ça n'a pas de sens, parce que lui qui aime être devant les caméras, Dali, là, se retrouve derrière de son propre interview. Voilà, il se retrouve réalisateur et non plus acteur. Ouais, je pense au moment, j'ai même cru que c'était vraiment dans la tête d'Anaïs de Moussier qui, en fait, il n'y avait jamais eu de Dali, en fait. Mais après, donc, on revient sur Anaïs de Moussier qui est dans un bus et qui est en train de s'auto-flageller mentalement, en train de dire qu'elle est une merde, qu'elle arrive à rien, parce qu'elle s'est fait engueuler par Romain Duris. Et là, j'ai trouvé assez marrant où tu as un espèce de sosie de Dali où elle le voit, elle fait c'est vous, c'est la moustache en référence à Dali. C'est pas tant un sosie, mais c'est juste qu'il a la moustache de Dali, quoi. Et la type Dali, et là, il a un journal et lui il ne répond pas, il est une inconnue qui parle. Il est interloqué et là il a un journal, un François qui l'ouvre et en première page il est marqué avec la photo de Anaïs de Moussier dans le bus. Qui est Judith titré une boulangère pète un plomb dans un bus. Ouais, exact. Et là, à ce moment-là, ça devient très méta et intéressant. Là, ça devient méta de chez méta. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, mais t'as envie qu'il pète un câble, qu'il se lâche à ce moment-là, qu'elle pète un câble dans le bus, qu'elle pète vraiment littéralement un câble, comme le titre le suggère. Éventuellement, ça aurait peut-être été un axe plus intéressant. Ouais, effectivement. Le titre, il suggère ça, sauf que la promesse de elle pète un câble, elle ne pète pas le câble. Non. Elle regarde par la fenêtre, elle voit qu'il y a une affiche devant un cinéma avec marqué Dali le film. Ça, je me demande si ça n'a pas vraiment existé, cette affiche. Je sais pas, mais en tout cas, l'affiche est vraiment magnifique. L'œuf avec les moustaches de Dali. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Et elle sort du bus pour aller se diriger illico presto dans la salle de cinéma. Et là, c'est à ce moment-là, c'est elle-même qui est filmée
de l'interview qu'on voit La scène dans le début. On est ramené au début et à différents passages où elle est interviewée dans la chambre d'hôtel. Et on voit que toutes les personnes, les spectateurs dans cette séance, ce sont des acteurs du film. Oui, on retrouve le monteur curé, son, on retrouve voilà. oui, effectivement, on retrouve tous les personnages qu'on a pu croiser pendant le film. Donc là, je trouve que cette mise en abîme est puissante, je trouve. Vraiment, c'est une vraie réflexion sur quelle est la place du cinéma, la place de la réflexion de quel est le sujet, la place du sujet dans le cinéma, de ce sujet qui est filmé. Oui, ok, d'accord, toi tu m'as accroché. Non, moi, ça m'a perdu. Je comprends. Moi, j'ai été pris. Et là, on arrive sur la fin du film, qui est du film de... Ah non, oui, mais c'est... Ouais, okay, mais c'est ça, pas un œuf, mais c'est l'idée, quoi. Donc Lionel vient me montrer une image de Dali en mode pâte à modeler, avec plus le nez et des moustaches, en noir et blanc. Là, la photo, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un œuf sur un fond abstrait, avec en noir et blanc, avec un joli dégradé et puis des moustaches. Exact. Et là, on arrive à la fin, où en fait, dans le cinéma, le film qu'elle regarde, donc son propre film, qui est fini, on ne sait pas comment, de façon mystique, mais elle voit marquer le mot fin. Et là, tu as un travelling arrière, et là, on arrive dans une salle blanche avec la petite télé qu'on retrouve du début du film, parce qu'au tout début du film, l'un des premiers plans, donc au premier plan du film de Dali, c'est un piano à queue qui est tout bas avec de l'eau qui coule dedans. Mais t'es sûr? Attends, je te jure que c'est la même chose. Oui, c'est sûr et certain. Et deuxième plan du film, c'est une vieille télé vintage. Et puis après, on arrive dans la chambre d'hôtel où en fait, elle regarde sur cette télé vintage le match de Yannick Noah à Roland-Garros. Exact. Et là, dans cette fin, donc il y a ce zoom arrière, ce travelling arrière où on découvre Dali et Anaïs de Moustier qui parlent qui commentent le film qui se termine. Son film, en fait. Et là, on est sur... il commente même la fin du film de Quentin Dupieux, qu'on est en train de regarder. Exact. Une première fois. En disant, ouais, c'est une belle fin, mais la fin, elle pourrait être mieux. Donc, je ne sais plus quel détail ils disent encore. La chemise. Donc, pareil, on revient sur le mot fin. Il y a le travelling arrière, le même mouvement. Là, pareil, là, on voit que... Dali a une autre chemise, donc là il lui dit écoutez, c'est très très bien, mais en fait je trouve que un film sur Dali, il faudrait que Dali ait le dernier mot, il soit tout seul. Pareil, mot fin arrive, de nouveau travelling arrière, le même, dans la même situation, et là Dali tout seul. Et c'est Dali. Alors on a eu Jonathan Cohen à chaque fois. Toujours Jonathan Cohen. C'est toujours Jonathan Cohen à la fois. Alors c'est ça que je comprends pas, c'est que j'aurais aimé avoir un Dali différent. Qui on clôture un petit peu, on boucle la boucle. C'est ça que j'ai pas compris. J'ai trouvé dommage parce qu'il passe à côté. Alors peut-être que c'est une histoire d'emploi du temps, je ne sais pas. Mais je suis sûr que c'est ça. Peut-être une raison tout bête, mais c'est dommage parce que on perd la force qu'il a mis en place avec ses multiples Dali et multiples versions et interprétations de Dali qu'il a mis en place pendant 1 heure et que là, sur les 3 dernières minutes, il le bafoue. Et il le viole. Ouais, complètement. Tout ça, effectivement, toute cette fin, elle est très répétitive pour juste changer une petite chose à chaque fois dans les différentes fins. Donc, il se veut ce côté immersif et surréaliste. Et à chaque fois. C'est comme les couches d'un rêve où tu te réveilles d'un rêve. Oui, mais... Oui, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, après, c'est le principe d'Inception où en fait, tu as des rêves dans les rêves, dans les rêves, dans les rêves, dans les rêves. Bien sûr, qui fait que on ne sait plus. C'est le principe des sous-couches d'Inception. C'est la sous-couche c'est la couche du surréalisme classique, c'est le fait que des choses n'ont pas de sens. Et c'est pour ça que dès le départ, l'annonce du projet de Dupieux par rapport à Dali était une promesse magnifique, parce que quelqu'un qui part qui faisant l'absurde et du non-sens sa théorie de vie et son axe de travail cinématographique et narratif, et de le voir avec Dali, qui est un personnage bigger than life, qui a fait des peintures mais hallucinante, qui a toujours été chenapan, qui a toujours été coquin, toujours provocateur. La scène où il tripote les seins, c'est... Ah oui, la scène, elle est assez fantastique. C'est hallucinant. Là encore, c'est un rêve d'ailleurs. À la fin de cette scène-là, c'est encore un rêve. Et quand tu vois qu'il a eu sa muse à partir des années 70-80, qui était Amanda Lear. Ouais, exact. Et voilà, qui l'appelait... Alors, Amanda Lear, on sait tous que c'est toujours ambigu, même si maintenant il y a des preuves comme quoi c'est vraiment un homme. Pas obligé d'aller sur ce terrain-là. Non, mais que dans le sens qu'il y a un truc qui était très drôle avec Amanda Lear, c'est qu'il l'appelait il. Mais il disait c'est le il espagnol.
Ah, Ou- ok. Tu vois, et c'est qu'en espagnol, ça veut pas dire la même chose. J'ai pas de souvenir de lui Attends. parler. Attends, j'essaie de voir. J'essaie de retrouver la référence. Et Comment délire comme ça. Mais non, effectivement, il y a toute cette fin, enfin, ce délire en fait des fins, comment dire, pas à twist, mais les fins à tiroir, quoi, en fait, où ça se finit pas, ça ne s'arrête jamais. Et c'est d'ailleurs ça qui est un peu perturbant, parce que même quand le film arrive à sa fin, ils te remettent toujours une petite scène, ils te remettent toujours un petit truc. Après, il y a Edouard Baird, en fait, qui arrive en disant là, c'est la fin. Et en fait, non, c'est pas la fin, ça continue, il y a le générique qui arrive, et encore une scène de fin avec Edouard Baird. Enfin, ça devient un peu. Même, ça, en fait, le problème, c'est qu'il va tellement loin où. Là où les Monty Python, je sais pas, il y avait ce côté agréable, ce comique de répétition qui, je sais pas par quel talent ça fonctionnait et ça restait, on y restait accroché. Là, au bout de 2 fois, moi, il m'avait lassé, quoi. ouais, mais moi je trouve que moi ça m'a pris. Parce qu'en fait, en plus, il y a à part le truc qui est annoncé à chaque fois dans la fin en disant il faut que je sois seul, il faut que je change de chemise. À chaque fois, c'est ce qui se passe. Il y a rien autour en fait qui en plus qui va un peu dénoter ou à rajouter un peu de surprise par rapport au plan. Non, c'est juste il exécute ce qui est dit dans la scène d'avant. Tu fais bon, c'est un peu. Pour moi là, c'est les trucs comme toutes les scènes de. Et voilà mon rêve, Dali, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, à chaque fois, ça me gavait, quoi. Non. C'est la limite du grossier. Mais je trouve que le côté grossier, il le transperce pas. Oui, effectivement, il le transcende pas. Et pourquoi? C'est un moment, il y a une scène, justement, là où je me suis dit, non, c'est abusé, c'est la scène de Jonathan Cohen qui se revoit, en fait, qui décroche au téléphone Anaïs de Moustier pour un rendez-vous quand il va dans sa maison, là, et qui voit lui en vue à travers la fenêtre. C'est exactement la même scène. Oui, du point de vue du vieux cette fois-ci. Ouais, mais c'est exactement la même scène. Et ça, c'est paresseux, c'est dommage. Ouais, il y a des choses comme ça où tu fais waouh, putain, waouh, quand même, 6,7 millions ton film, quoi. Tu fais, ouais, les idées, elles sont là, mais dans ces cas-là, propose-moi quelque chose d'un peu plus. Encore plus barré. Encore plus barré, quoi. Et là, je vois ton truc, mais ouais, je sais pas, je reste sur ma faim. Tu veux que je t'annonce quelque chose qui va t'en boucher un coin? Il y a le 2 qui va arriver. Dali 2. Da2. C'est que là, on vient de faire un podcast qui est plus long que le film lui-même. Oh punaise. Oh, c'est clair. Et je crois que c'est un signe qui veut dire qu'il faut qu'on arrête. Voilà. je vais quand même envoyer un petit message à Jessica pour lui demander, lui dire est-ce que je peux t'appeler? Pour avoir son avis. Oui. Ouais, mec, si elle n'a pas écrit. Non, mais ça l'a pas écrit, non. Ok, alors c'est pas grave. Avis, Elle nous le dira dans le prochain podcast. Par contre, est-ce que tu as. Donc, du coup, quand même, au final, JB, est-ce que tu le conseilles ou est-ce que tu ne le conseilles pas, ce film? Regardez-le. Tu as quand même les points positifs. Ouais, du film. regardez-le parce que, en fait, c'est Quentin Dupieux, on n'est jamais déçu. Je trouve. Non, on n'est pas déçu. Moi, sur celui-ci, on peut être fâché. Moi, je l'étais fâché, mais j'aime toujours regarder, même si je suis fâché, j'aime toujours regarder un Dupieux. Parce que c'est court et parce qu'il y a une proposition de départ qui est toujours intéressante, mais j'ai quand même envie de voir à chaque fois comment il se casse la gueule. Ouais, mais c'est ça, c'est le truc, c'est qu'il y a toujours un côté plaisant à les voir, mais il y a toujours aussi ce côté à la fin où tu fais je me suis encore fait avoir. Tu sais, là, pour le coup, moi, ce soir, c'était un peu ça. Je me suis fait avoir. Incroyable, mais vrai, oui. La mandibule, j'ai pensé ça. Là, j'ai beaucoup moins pensé ça. La mandibule, tu vois, je me rappelle à peine. Écoute, ça m'a pas marqué. Voilà. Donc, tu le recommandes quand même. Ne courez pas au cinéma pour le voir. Mais attendez qu'il sorte, il sortira bientôt. Je pense que Dupieux, c'est pas un mec qui a besoin d'avoir des gros scores au cinéma. De toute façon, si vous le voyez sur une plateforme en attendant, enfin si vous attendez de le voir sur une plateforme, je pense que ça le dérange. En truc barré, je recommande beaucoup plus d'aller sur des choses des Monty Python ou des Terry Gilliam. Allez voir du Jodorowsky. Et du jeu d'eau. Ouais, d'ailleurs, je me demande si à un moment, quand elle rentre dans le cinéma, quand elle quitte le bus, Judith, c'est qu'elle va voir le film de Dali et qu'elle rentre dans le cinéma, on voit en fait au-dessus des titres annoncés. Je sais plus c'est quoi, mais il y en avait un qui commençait par La Montagne. La Montagne Sacrée de Jodorowsky. C'est Holy Mountain. Ouais, c'est possible. Ouais. Ou alors c'était Les Montagnes Hallucinées. Non, je pense que c'est Montagne Sacrée. Je pense que c'est référence à Jodo. J'ai pas eu le temps, c'est à côté quand j'étais en train de... Merde. Oui, parce que d'ailleurs, une anecdote drôle par rapport à Jodo, c'est que quand Jodo voulait faire Dune dans les années 70, en 73, il a pensé à
À Dali. à Dali pour faire l'empereur Shaddam. Ça aurait été génial. Et de toute façon, voilà. Dune, ce film. Pour faire un personnage démesuré à la décadence et Mais à la Dune, ce film aurait été génial, mais en même temps, ouais. quoique on sait pas, on est dans le fantasme. C'est C'est comme peut-être le- pas plus mal comme ça. c'est Le comme- documentaire est génial. C'est en tout comme cas. Lost in La Mancha, en fait, le film de Terry que Gilliam. Terry Gilliam voulait faire dans les années 2000 avec Rochefort, Johnny Depp et Vanessa Paradis. Qui à la fin, il est fait avec Jonathan Pryce et Adam Ouais, Driver. mais voilà, bref. Et je pense que le film qu'il a fait avec Jonathan Pryce et Adam Driver n'est pas le même que celui qu'il voulait faire Ouais, exact. il y a 20 ans. Mais ce sont des films qui sont des fantasmes. Et il faut que ça reste comme ça. Faut que ça C'est reste très comme bien. ça, je pense. Et donc, il y avait l'anecdote. Donc, je crois qu'il a réussi à contacter Dali. Et Dali a fait mais oui, machin. Mais voilà, mais moi, je suis exigeant. Je veux être payé $100,000 à l'heure. Oui, 100 c'était 000 ça. dollars à C'était l'heure. ça. Je veux être l'acteur payé le plus cher payé au Au monde. monde, ouais. Et il a dit je veux être payé $100,000 à l'heure. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'en fait, ils ont réussi à Jodorowsky et le père Seydoux, C'est le père Seydoux qui a eu l'idée apparemment. qui est franchement fantastique. C'est qu'en Génial. fait, il a modifié dans le contrat. C'est pas payé à l'heure de boulot, c'est payé à l'heure de présence dans le film. Ouais, en fait, Seydoux, c'est ce qu'il lui a dit. Seydoux, il a fait Dali, on va faire encore mieux. On va te payer $100,000 à la minute. Oui, ouais, Parce qu'ils avaient en fait, Seydoux, la question qu'il a posée à Jodo, c'est combien de temps il va être à l'écran en tant qu'empereur, en tant qu'empereur. Shaddam 4. Et eux, ils étaient là, bah, ça va pas dépasser peut-être 3-4 minutes, quoi. 3-4 minutes d'écran. Et le mec, il demandait ça. Et Seydoux, il fait c'est vraiment l'arnaque est parfaite. Ouais, quoi. ouais. Parce que du coup, quand il dit ça à Dali, 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 il est conquis. mais c'est génial. C'est exactement ça, exactement. Et tu sais qu'il y a un autre truc qu'il avait demandé. Les éléphants qui brûlent. Alors, ça, je sais pas. Les girafes qui brûlent. Ah oui, il avait demandé des girafes. C'est vrai ça? Ouais. Moi, c'est autre chose que j'avais entendu, c'est son empire. Ouais. Et il a demandé à ce que ce soit un empire de merde. Ou du moins, ou alors son trône. Ou alors c'était son trône. Il voulait que son trône, ce soit un trône de merde. T'as le casse-tête pour Jodo et Seydoux qui est oh putain, la vache, il va nous faire chier. Ah putain, ouais, non, c'est compliqué. Je vais les faire chier. Je veux un trône de merde. Pas mal. Et c'est vrai qu'il était. Du coup, ça ne s'est jamais fait non plus ce film. Ça aurait été génial. Ah. Ok. Dommage. Bon, on arrête là pour on le va podcast. arrêter, ouais. Des recommandations par contre, alors, du coup mini recommandations. Mini recommandations. T'en as toi? Non, je viens de finir True Detective Night Country. La saison 4 de True Detective. Ah oui, ce que tu Et m'as dit avant. Tu m'as conseillé de le regarder très fortement. Ouais, je disais avant, ouais. Un peu désappointé. Mais sinon, elle est très bien, mais un petit peu désappointée. Et celle de Fargo qui doit arriver. Ah oui, très mais bonne. faut que je rattrape Fargo, putain. Ah non, si, les maîtres de l'air sur Apple TV+. Pas si mal que ça. Elle est un peu classicouille, mais bien sûr, l'armée américaine, les jeunes quêtes de 18-19 ans qui s'enfermaient dans les B-17 pour bombarder les nazis. D'accord, c'est avec l'acteur qui a joué Elvis Presley et qui va jouer dans le Dune 2 là justement aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'avoue que j'ai un peu zappé ça. Il va jouer dans le prochain Jeff Nichols. Oui, oui, c'est un peu la nouvelle coqueluche, C'est la mais nouvelle, ouais. moi, je trouve alors si c'est lui, ok, mais il n'a pas de charisme. Ouh. Ah ouais. Ah mais oui, on va le voir pas l'espèce mal. Hein. de Kurt Russell. Ouais, beau gosse comme ça avec les cheveux, tu vois, Bah, écoute, la mèche. Il m'a fait penser à Kurt Russell. Et donc du coup, c'est pour ça le lien avec Elvis. Ouais. C'est ça le lien que j'ai fait. Ah oui, bah oui, exact, très. Putain, il y a pas mal de liens. John Carpenter, on peut défiler le truc. Et bah écoute, non, je trouve qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, pour moi, il n'a pas eu de charisme. Pour moi, j'ai plus. Il y avait Barry Keoghan qui est dedans. Et j'ai plus. Voilà. Austin Butler. Ah, Austin Comme Butler, ça qu'il voilà. s'appelle. Et genre, Austin Powers, c'est Gérard Butler. Un mix entre les deux. Moche et beau en même temps. Groovy. Et mojo. Et voilà. Après, personnellement, je trouve qu'il n'a pas vraiment de charisme, mais sinon, l'histoire est intéressante du fait que c'était complètement dingue de s'engager dans l'armée, de voler sur des coucous comme ça et de se faire défoncer la gueule par les DCA, puis d'aller quand même balancer des bombes sans GPS, quoi. Putain, c'est clair.
Bah, bref. Bon, j'irai le voir, tiens, sur Apple TV. Oui, dans c'est, ces écoute, cas-là. ça se regarde ça bien. se bouffe. Ça se D'accord. bouffe bien. Et je pensais que tu allais proposer Starship Troopers 2. Eh ben, C'est écoute, quand même le film que j'hésitais. tu as vu dernièrement, que je sais que tu... j'ai adoré. là, tu le caches sous ton pull, mais je sais que tu as un t-shirt Starship Troopers 2. Seulement. Viva Phil Tippett. Joker. Non, mais N'en parlons plus. N'en parlons plus. Non, mais ce qui est dingue, c'est que dès la première seconde, Oh, Première scène. oui. Dès le début. tu sais que ça va être compliqué. J'ai mal pour Phil Tippett parce que, bon, outre la 3D dégueulasse des arachnides, le plot du film, enfin, je te dénonce aussi parce que tu étais avec moi, hein, et qu'on J'avoue, était je tout à suis fait coupable. chaud pour le voter, on est plein de bonne volonté, mais on a très vite compris que c'était un peu compliqué. C'était dur. Que à l'apparition de Richard Burgi, on s'est dit bon bah, ok, ça va pas, et que le film en fait part en mode zombie infecté alors qu'on est avec des arachnides. Enfin, et je t'avais dit, hein, la première séquence Dès le début, tu l'as d'action, senti. j'ai dit fais gaffe parce que là, ce sera la seule scène d'action du film. Et ça a été le cas. Parce qu'après, on était que en On huis va dans le clos. bunker, effectivement, enfin la tour, quoi. Et moi, j'avais réussi à deviner la fin. Et c'était catastrophique. et c'était catastrophique. Et, enfin, c'est ni fait ni à faire. J'ai pas compris. Et pourtant, c'est écrit par le scénariste du 1 et le scénariste du 1 de Neunster. Je vais te dire ça. Neunster ou un truc comme ça. Oh, là, mon Dieu. qui a réalisé le 3, Starship Troopers Marauder, avec Le 3, ouais, le 3 retour avec Johnny Rico. Ouais, le 3 commence mieux, de toute façon. Je l'ai pas fini, mais... Ouais, le 3 est un peu mieux, oui. Enfin, t'as plus d'arachnides, c'est plus un... T'as plus... Oui, c'est vrai, il y a plus d'arachnides, effectivement. Mais alors, attends, tu dis au scénario. Bon, là, on va Neunster, arrêter. On va dire ça tout de suite. Edward Numbeller. Numbeller. Ouais. Nummeyer, Nummeyer, effectivement, qui était également Ok. sur le Scénariste de Robocop aussi. film notable Robocop, Starship Troopers, hein, ouais, effectivement. Et d'accord, ok. Et toi, Reco? Moi, déjà, je voulais juste dire une chose qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir dire, c'est qu'il y a des personnes qui nous ont quittés, des personnes qu'on aime bien qui nous ont quittés depuis le début de l'année, comme la mort de Carl Weathers. Ouais, mais moi, je suis moins... Ah oui, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Ah, quand même. Moi, je suis... Moi, Carl Weathers, je le retiens que pour un rôle dans Predator, mais... Et Rocky. Je suis pas fan de Rocky. Enfin, j'aime bien voir Rocky à la télévision, le voir en VF d'ailleurs, pas en VO, mais je suis pas... Faudrait qu'on se mette avec les gars, moi, le 3 et le 4. Rocky 4, j'aime beaucoup pour le côté what the fuck. On avait la VHS avec mon frangin du Rocky 3. C'est quand il est face à Dolph Lundgren en CCCP. Avec Balbo, enfin, en URSS. avec, Mais Apollon. oui, mais en fait, le cri de machin, moi, c'est des trucs que je suis pas fan de boxe en fait. Je fais mon Après, c'est comme les Rambo. Hein. Le premier, ça se tient super bien, et à partir du 2, ça commence un peu. non, alors, non. Franchement, les Rambo, tu regardes le 1 et tu regardes les suites Non, après. oui, ça n'a rien à voir. Rambo 1 Qu'est-ce qui s'est passé ? Rambo 1 c'est une fable, c'est vraiment un film du nouvel Hollywood, un film d'auteur. Il y a un mort dans Rambo 1. C'est là que tu comprends Le que Stallone, il est chef. plus qu'un acteur, en fait. Voilà, et c'est vraiment un film c'est une survie. Enfin, franchement, le Rambo 1 est excellent. La fin, c'est lui qui a insisté à ce qu'elle soit comme elle est dans le film. Parce Ouais, que mais- les producteurs, ils voulaient pas ça. Hein. C'était pas comme ça que ça devait se finir. C'est lui qui a insisté en disant putain, non, vous allez voir. Ted Kotcheff et lui, ils ont vraiment fait du super bon boulot. Après, quand Panos Cosmatos revient et fout le bordel avec le 3, non, le 2, je sais plus qui a fait le 3. Enfin, bref, Où c'est- il est mais le 2, chronophage. j'adore le 2, parce que c'est du foutage de gueule. Et, Ah, le 3, s'il te plaît. Quoi. et le 3, j'aime un peu moins le 3, mais le 3 est marrant. En fait, le 3, il y a une certaine sympathie pour, parce que... Hot Shot 2. Non, complètement une référence, mais là, peu de gens l'ont la référence, mais Vas-y. c'est Kansas of Alsace. C'est un comique, un premier youtubeur alsacien dans les années 2000 qui avait fait une... Home Sweet Home. oui, je suis d'Alsace, qui avait fait une parodie de Rambo en alsacien. Ah putain, Et donc, je vous conseille ça. je vous conseille de l'avoir. Je t'ai jamais montré ça. Non, non. Et non. je te montrerai après. Et franchement, pour moi, c'est tiré de Rambo 3 et
Ça finit sur Ich bin der Rambo. Je trouve ça vraiment. Et il a fait quelques vidéos. Tu sais, c'est un espèce de Mosinor alsacien. Il a fait quelques trucs. Avant l'heure, ok. Non, c'était au même moment que. Je crois que c'était la même période que Mosinor. Donc c'est le début. C'est vers 2006-2007. Ouais, voilà, c'est ça. Début YouTube. Et malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de trucs. Il avait un peu fait. Il a fait un truc sur Lord of the Rings qui était pas mal. Mais avec des références très alsaciennes. Très alsaco-alsaciennes. Ouais, donc il y a des choses. Il faut avoir les rêves, quoi. Vous qui n'êtes pas alsacien, vous ne comprenez pas. Et c'est normal. Mais il y a des trucs que je trouve qu'en tant qu'Alsacien, de voir ça, mais c'est à pisser de rire parce que déjà, ça commence avec marqué quelque part en Alsace du Sud. Rambo 3 quand c'est dans un souk. Déjà, ça, c'est une petite référence des petits pics qui sont mais à pisser de rire. Et je le ferai en te décodant les refs. D'accord. Et voilà. Et donc, pour moi, Rambo 3, c'est Kansas, en fait. C'est pour ça. Moi aussi, j'ai une référence humoristique par rapport à... Enfin, parce que je considère que c'est un truc humoristique, du coup, ce mec de la oui. Ouais. Moi aussi, le Rambo, quand j'étais très jeune, en fait, je l'ai découvert à travers un sketch d'abord de Albert Dupontel. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Ah non. Si tu l'as jamais vu, je te conseille de le voir. Il joue un personnage, en fait, qui... complètement à la masse, un mec complètement taré qui raconte le film Rambo, qui a été voir Rambo au cinéma et qui décide de le raconter à ses potes. Et le mec, c'est un nerveux, c'est un gars qui est prêt à taper à n'importe quel moment, tu vois. Et il adore Rambo. Rambo, c'est génial. Mais c'est le meilleur film du monde. C'est Dupontel, quoi. C'est Dupontel. Stallone, c'est le meilleur acteur du monde. Et le Dupontel est incroyable dans ce sketch. De toute façon, tout ce spectacle, c'est pas les des glaces, je crois. C'est son seul spectacle d'ailleurs sur scène. Et il est magistral. Il est incroyable, ce spectacle. Je te le montrerai. Uber. Je meurs juste à la fin. Une dernière mort, Alain Dorval, le doubleur de Stallone, justement, on en parle. Quoi ? Ouais, qui est mort. Non. Si, mort d'Alain Dorval. Oh non. Ouais, Alors là, non. Alors là, tu vois, autant Carl Weathers. Hommage. Ouais, ok. Carl Weathers dans le Mandalorian, c'était un peu limite. Hein. Mais putain, Alain Dorval. Ouais. Ah merde, on a perdu Richard Darbois. Alain Dorval. C'est en train de partir tous. Putain. Ouais, sachant qu'il y a eu un qui a fait Stallone et Schwarzenegger dans les années 80. Il y a eu un doubleur qui a fait les deux. Qui faisait les deux, c'est vrai ? Oui. C'était aussi étrange que ça puisse paraître, mais il y en a eu un pendant une période. Et il faisait aussi Harrison Ford, je crois. Enfin, on va retrouver le nom peut-être dans les Ratoons la prochaine fois. Là, je ferai un petit taf. On regardera ça. Et la seule reco que j'aurais, en fait, c'est un truc que j'ai vu cette semaine-là, le documentaire sur Netflix, qui est le documentaire Raël. Ah, Raël, bah oui, je me suis bouffé. Tu l'as vu ? Je me suis bouffé dimanche dernier, ouais. Là, ce mec est taré, quoi. Ce mec est taré. Et alors, le pire, c'est que c'est en 4 épisodes de un peu moins d'une heure. 40 minutes. Et les 3 premiers, en fait, moi, je suis... Enfin, ok, le gars... Le troisième, il se perd un peu, je trouve. On se focalise plus sur sa seconde, le fameux clonage. Et cette fameuse docteur Boisselier. Enfin, cette médecin... Brigitte Boisselier et tout ça. Mais encore, tu peux te dire, ok, le gars, il a pas l'air trop méchant. Ok, il exploite des gens. C'est des gens qui savent un petit peu où est-ce qu'ils sont. Le mec, il a crédulité, tout ça. Et encore, tu te dis, et voilà, un mec qui a trouvé la faille. Mais dans le dernier, vraiment dans le dernier épisode, ça devient cradingue. Non, mais c'est juste que c'est un fils de pute, c'est tout. Un putain de fils de pute, quoi. Le début est très intéressant. J'aurais aimé plus d'analyse de ce début, en fait. C'est parce que ce début est très intéressant. Quand il décide quand il est chanteur et qu'il switch... Oui, voilà, ça, je trouve que c'est pas assez expliqué. Couillu, le mec, à devenir dans l'émission scientifique en France, là. C'était avec Jacques Chancel. Jacques Chancel, exactement. C'était pas une émission scientifique, c'était avec Jacques Chancel. Donc c'est hyper sérieux. C'est une émission très sérieuse de l'ERTF. Et il démord pas, il raconte sa rencontre avec les extraterrestres. Et je trouve qu'il y a quelque chose de hippie hyper intéressant. Et ce moment-là est vachement trippant à regarder. C'est le moment charnière, c'est là où ça prend, quoi, en fait. Et tu vois aussi que je comprends le fait que les gens puissent tomber dans la crédulité, dans la suspension d'incrédulité. La fameuse suspension d'incrédulité du film, là, on l'a dans la réalité avec lui. Parce que je trouve qu'il a un côté un peu charismatique. Après, quand il commence à perdre ses cheveux, il commence à mettre ça en arrière, il commence à s'habiller en bleu. En blanc. Il passe de Gandalf le gris à Raël le noir à Raël le noir à Raël le blanc. Ça y est, je suis prêt. Et en fait, c'est là où je trouve qu'il y a une transition qui ne va pas et où le mouvement se constitue comme une vraie secte maléfique, j'ai envie de dire. Avant, c'était encore bon enfant. Et là, il y a un côté maléfique.
Et c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage, c'est la vie est comme ça, mais là, le personnage est très intéressant, il est limite un peu touchant, entre guillemets, parce que il me fait penser à à ces croyances, à ces théories du complot des années 90, à la X-Files. mais J'ai déjà dit cette connerie. Mais c'est la période qui est si propice à ce que les gens tombent là-dedans, en fait. On a envie d'y croire. Et en fait, c'est marrant parce que ce qui est drôle dans le documentaire, c'est qu'il cite Le Matin des magiciens de Powell et Bergier. D'accord. Et c'est un bouquin qui a été un succès en France dans les débuts des années 60 sur de croyances populaires. C'est du complotisme des années 60. Mais ça restait limité dans le sens que c'est rigolo. Tu vois, t'as toujours 2-3 marginaux qui tombent dedans et qui propage un peu le truc comme mais une traînée de poudre. Ça reste, tu vois, bloqué. C'est tout ce côté un peu à la X-Files avec les lone gunmen, avec ces mecs qui sont complètement complotistes et disent ouais, mais vous savez, il y a quand même un complot. Et tu vois ça, tu rigoles. Ok, c'est pas du tout institutionnalisé comme maintenant avec Internet où le complot est devenu un véritable phénomène à part et une croyance présente là. C'était super marginal, donc ça restait. C'est comme moi, j'allais acheter mes Factor X, tu vois, à la librairie du coin. Et tu voyais la photo de l'OVNI de la semaine ou de billes hebdomadaires. C'était génial. De billes mensuels. Et t'es là, tu fais. C'était rigolo, non? C'est que c'est I want to believe. I want to believe, exactement. Je veux y croire. Et puis toutes les semaines, t'avais son lot de témoignages de gens de la campagne et tout. J'ai vu ça. Même, il montre une archive où on voit un policier qui explique donc si vous voyez des lumières dans le ciel, contactez tout de suite la gendarmerie et nous ferons vraiment tout le monde sur le qui-vive, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Il y a un côté touchant et en fait quand c'est devenu institutionnalisé maintenant ça devient plus pathétique, mais et quand lui Raël l'institutionnalise comme étant une secte vraiment à part entière et dans sa glorification, c'est une religion, attention. Non, c'était classé en secte. Maintenant, oui. C'est quasi mais assez rapidement. C'est peut-être aux États-Unis, c'est classé comme religion. Non, ouais, en France, très rapidement, il y a ce procureur ou ce juge là qui leur met la misère. Procureur de la République. Ouais. Et c'est là où. Et c'est marrant parce qu'il y a ce plateau de Ciel Montmardi avec De Chavannes où tu as quand même sur le même plateau, tu as Paco Rabanne et Raël. Et tu fais les deux, mais les gars, what the fuck? Et tu vois que Paco Rabanne engueule Raël. Les mecs, c'est l'hôpital qui se fout la charité, putain, nettoie devant ta porte, mec. C'était quoi? C'était la station ISS, lui, qui allait s'écraser? C'était Mir qui allait s'écraser sur Terre. Et en fait. À l'an 2000. Lui, c'était le choc de l'an 2000. L'an 2000, c'était la fin du monde. Ouais. Pour Paco Rabanne. En tout cas, documentaire. Moi, au début, j'ai un peu traîné des pieds pour aller le voir. Je sais pas pourquoi. Et en fait, dès que tu commences à te replonger dans cette période-là, puisqu'effectivement, on l'a bouffé, hein, nous étant des enfants des années 80, on est nés dans les années 80, donc on a vécu la fin 80. Et nos parents étaient un peu hippies. Et début et toutes les années 90, quoi. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que Raël était quelque chose. Et moi, il était tout le temps, quoi. Je me souviens du passage chez Ardisson. Ouais, moi aussi. Je me souviens de son passage. C'est ça aussi qui m'a tiqué quand j'ai revu ces images, quand on voyait dans les images qu'il mettait, ça m'a tout de suite, une Madeleine de Proust, ça m'a réactivé quelque chose. J'ai fait, ah putain, et en fait, je suis resté scotché devant, je l'ai binge-watché avec Benny. C'était. Elle connaissait pas du tout en Italie. Pourtant, il y en a eu des Raël en Italie. Et là, ça n'en a aucun souvenir. Même si c'est international, c'est quand même assez franco-français, quoi. Il est rendu au Japon maintenant. Bah oui, pardon. Et il a ses Raéliens là-bas, quoi. Tant mieux pour elle et ses petites servantes. Et ses anges. Oh mon Dieu, c'est horrible. Bref. Eh ben écoute, on va laisser les éolimes. Non, les éolimes. Non, Elohim. Les Elohim en paix. Non, s'il te plaît. La chanson sinon, je finis avec la voix de Dali. Laissons les Elohim et Dali en paix. Bien vu. On vous aime et à bientôt pour. Je pense qu'il y aura un gros film qui sort la semaine prochaine qu'on va faire. Je sais pas, il y a quoi? Il y a le. Je ne sais pas. Un truc que un gros film qui sort. La nouvelle comédie française là. Oui, c'est Cocorico, je crois. La Maison de retraite 2 avec Kev Adams. Qui sort enfin en Belgique. Ouais. Ils ont remplacé Depardieu par Jean Reno. Jean Reno. Mais c'est vrai. Je crois qu'il y a Enrico Macias aussi dedans. Enrico. C'est Enrico. Enrico. Dis pas de conneries, je lui ai serré la main à Saint-Tropez en 96. Mec, je l'ai vu.
T'étais sur un banc, j'ai fait Monsieur Enrico. Je sais pas si ça. Monsieur Enrico, je vous serre la main. Tu te l'es Oui, pas oui, mon joué. petit gars. Tu te l'es pas joué à la comment il s'appelle? Ah, Navarro. Putain de ça, mère, il m'a niqué ma journée. Ah putain, je l'avais. J'adore ce passage, Non. Oh putain, l'enculé, il m'a énervé. Bon, Derrick, fils de pute. Allez, bon, on arrête. On vous aime et à très vite pour le prochain podcast avec plus de monde à table. On sera 4 espérant. a priori. Et on vous aime tous et à très vite. Attention aux fuites d'eau. Attention aux fuites d'eau. Ciao. Allez, ciao.